Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons 3 fois par mois pour vous faire le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant dans l'actualité de la bande dessinée américaine et de ce qui en découle, et parfois même qu'on parle de la bande dessinée un peu moins américaine, parce qu'on se permet ce genre de choses-là, mais quand je dis on, c'est parce que je ne suis pas tout seul dans ce micro. D'ailleurs, nous ne sommes pas dans un micro, nous sommes dans un salon et nous parlons à nos micros. Nous sommes dans un micro. Nous sommes dans un micro géant. Dans la membrane du micro. C'est ça. Voilà. Mais Corentin, tu es là, donc. Bah oui. C'est bien ta voix que j'ai entendue. Exactement. C'est bien toi que je vois en face, là. Bah a priori, à moins qu'il y ait un mec derrière. Non. Ça va non, tout seul. Nous sommes seuls. Eh oui. Ça manque de chat ici. Ça, non, je trouve pas. Si. Oh, quand même. Toujours C'était pas. mieux avant quand il y avait Polo. Oh non. Ah, sacré Polo. Moi, je préférais Dario. Bah oui. Dario était vachement sympa. Mais on n'est pas là pour parler des chats qui ne sont plus, mais plutôt des... Ils sont encore en vie. Hein, ils sont juste plus chez moi. On va parler de bande dessinée, bien entendu. Mais avant toute chose, on fait un énorme big up à notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui, rappelle-toi, il y a 2 ans, avait fait ouin, la représentation de la France dans Black Panther, c'est nul. Et voilà. Oui, tout à fait. Rappelez-vous de la scène dans Black Panther Wakanda Forever, où on découvre que la France avait essayé d'envoyer des soldats pour piller les ressources de vibranium du pays. Et bon, ce qui passait pour un commentaire assez éclairé sur l'histoire de la France en Afrique centrale, et même de notre rapport d'aujourd'hui aux ressources minières de l'Afrique. Et lui, il avait dit oh, ça va pas, hein, nous on est gentils. Nous, on a été là-bas pour vous civiliser, je vous rappelle, au départ. On est le pays des Lumières, on n'a jamais fait de mal. Voilà, nous, on est les droits de l'homme. Voilà, donc probablement que c'est lui qui a fait assassiner T'Challa dans l'univers Marvel Studios. Oui. J'aimerais bien qu'il le mentionne au prochain film, quand même. En représailles. Ce serait marrant. En représailles, quoi. Non, mais c'est toujours sympa d'avoir à la tête du gouvernement des gens qui, visiblement, sont très sensibles. Très sensible pour un film Marvel Studios, quoi. Mais très cinéphile. Clairement, mais je pense qu'il a vu le parrain, lui. Voilà. Donc c'est lui qui représente la France. C'est ça. C'est pour ça. C'est parce qu'il a vu le parrain. Donc, par contre, pour être un peu plus sérieux dans l'introduction de ce podcast, on remercie bien entendu notre partenaire et sponsor Pulps avec les 3 librairies boutiques sur Paris et l'enseigne bordelaise. Ils ont également un site internet sur lequel vous pouvez passer des commandes de comics. Et on vous rappelle que le nouveau Focus Pulps est en ligne. Vous avez donc plusieurs titres à découvrir. Vous allez simplement sur leur site internet. Vous cliquez sur voir les précommandes sur la homepage, et en fait dans la barre de navigation sur la gauche, on vous propose voir tout, et en fait vous pouvez cliquer pour faire la sélection du mois. Et donc ça, la sélection du mois, c'est le Focus Pulse. Donc en ce moment, on vous propose de découvrir un prix de lancement que des trucs qui ont l'air très cool, à savoir le Batman Green Arrow The Question Arcadia, Crownsville et Daredevil Punisher The Devil's Bullet. Donc voilà, ça c'est notre sponsor, et on remercie également l'ensemble des tipeurs et tipeuses qui nous permettent de voir le podcast sur le long terme. Donc merci aux 138 personnes qui nous typent actuellement, et n'hésitez pas puisque la dernière fois qu'on a eu un tip, c'était il y a 18 jours, mine de rien. Donc ça veut dire que oui, voilà. Enfin, c'est terrible ça quand même. Il n'y a pas eu de nouveaux tipeurs depuis, donc n'hésitez pas. Si vous avez un vote de confiance auprès des tipeurs. Oui, tout à fait. On prend le risque. Je sais pas. Hein. Ça donne des bonnes choses. En France, ça a donné des bonnes choses. Oui, c'est sûr. Non, mais donc voilà, tout ça, si jamais vous avez quelques petits deniers à placer, ça peut être n'importe quel type d'investissement ponctuel ou régulier, n'hésitez pas à contribuer à notre cagnotte. Ça nous permet simplement de voir le podcast sur le plus long terme et de vous proposer quantité d'émissions. D'ailleurs, spoiler alert, des Super Friends vont reprendre, et ils vont bien reprendre, puisque j'ai une interview qui a été faite ce printemps, mais que avec tout le travail, je voulais pas la sortir cet été parce que ça n'avait pas trop d'intérêt vu quand c'est la période un petit peu morte, mais avec un monsieur qui s'appelle Stepan Chimtinsky. Et voilà. pas réussi à le prononcer correctement. Non, mais qui est un éditeur russe, du coup, qui publie des comics en Russie, qui nous raconte vraiment son parcours. Et bah forcément, quand c'est devenu très compliqué depuis 2-3 ans, mais voilà, qui nous explique comment ça fonctionne en fait l'édition de comics dans ce pays. Donc interview assez inédite, mine de rien. Donc ça, j'ai très très hâte de vous la présenter. Et puis on a Brian Talbot qui est de retour aussi pour nous parler des carnets de Stamford Oxmoor, donc la préquelle de Granville. Et puis il y a
vraiment pas mal de choses. Si vous suivez un peu les dédicaces quand on parle dans le front page, les dédicaces qui ont lieu en France et tout ça, vous vous doutez bien que très souvent ces dédicaces seront accompagnées d'un podcast sur First Print et aussi petit teasing aussi pour la mini-série dédiée à Silent Jenny qui arrivera au mois d'octobre prochain avec plusieurs épisodes réalisés avec Mathieu Bablet. Je vous détaillerai le concept plus loin dans l'historique de ce podcast. Corentin va donc pouvoir commencer la partie comics et c'est toujours au début où on fait un petit point avec les dédicaces. Et qu'est-ce qu'on a comme dédicaces qui se décarcassent en ce moment? Eh bien, si vous allez du côté de Lille, puisque vous habitez dans le Nord, eh bien, vous serez ravis de savoir qu'il y a une nouvelle édition de ce qu'on appelle le Festival des Livres d'en haut, qui est, je crois, le plus grand festival littéraire, en fait, de la région du Nord de la France. Et donc, il y a toujours une petite partie, même une grande partie bande dessinée qui est faite, notamment, et sur les invités comics, je crois que c'est avec nos valeureux camarades de Astro City, qu'on vous encourage à qui on vous encourage de rendre visite. Et donc, ils nous ramènent Chrome, le dessinateur de Bird King, 3 tomes publiés aux Humanoïdes Associés, super série de Dark Fantasy dont on attend la conclusion. Je crois qu'il a terminé de la dessiner, qu'elle sortira bientôt en VO et j'espère, et normalement, malgré la situation un petit peu compliquée des Humanoïdes, normalement, le 4e tome de Bird King devrait sortir chez eux en VF, donc il sera là. Il passe régulièrement en France, puisqu'il nous vient d'Angleterre, donc c'est assez facile pour lui de traverser la Manche. On a David Messina, lui qui nous vient d'Italie, qui sera également là, qui fait notamment l'artiste sur le Ultimate Spider-Man de Jonathan Hickman, quand c'est pas Marco Cacchetto qui le dessine. On a du côté de la France Eric Rengel, qui est l'auteur du récit pulp The Kong Crew, qui avait été publié, je crois, chez Corette et qui maintenant est ensuite sorti chez Ankama. Je l'ai encore. Tu l'as encore? Je l'ai encore. J'ai encore le concours à la maison. Ouais. Voilà, donc lui, il sera de tournée. Et puis bon, il y a pas mal d'autres noms. Il y a Diane Truc, que vous connaissez sûrement de Colossal. Et je crois qu'il y a leur truc sur Saint-Cyr. Je sais plus si c'est de nouveau elle. Je sais que c'est Rutil qui l'écrit. Je me rappelle plus si c'est Diane Truc qui le dessine. Mais en tout cas, la dessinatrice de Colossal sera là. Il y a Xu Zeping qui sort le premier tome d'un diptyque qui s'appelle Jacob, avec Mud au scénario. Mud, qu'on a suivi nous sur ses titres au label 119. Donc ça vient de sortir chez Ankama. Il y a Michael Sans la ville de Banana Soul. Il y a Daria Schmidt qui sort La tête de mort venue de Suède, qui est absolument splendide aux éditions Dupuis. Donc voilà, il y a vraiment plein de gens qui ont l'air trop cool. Donc n'hésitez pas à aller au Festival des Livres d'en haut, surtout que l'entrée elle est gratuite en fait. Donc ça c'est quand même très chouette. Corentin également a noté une tournée de dédicaces pour le copain Petit Rapace, donc qui avait déjà fait une première tournée de dédicaces cet été lorsque Slum Kids tome 2 était de sortie. D'ailleurs, on vous invite à écouter le podcast fait avec l'auteur pour parler justement de ce deuxième tome de sa série Monde, où chaque album est une histoire différente avec des personnages divers, mais chaque tome peut se lire séparément. Mais c'est un peu plus gratifiant quand vous suivez la série depuis ses tout débuts dans le Low Reader 2. Et donc, quelques dates à noter. Alors, on enregistre ce podcast du 12 au 14 septembre. Il y aura un salon du livre à Nancy. Donc, amis de l'Est, profitez-en, parce qu'en plus, on le sait, à Nancy, il n'y a pas grand chose à faire ni à voir à part la place Stanislas. Voilà, on va se le dire. Je connais pas du tout. Je te laisse je suis ce parisianisme régionaliste. Non, ma mère travaillait à Nancy, donc j'y suis allé pour la voir. Et voilà. C'est un mauvais souvenir du coup. Disons qu'avoir la place Stanislas, voilà. Non, je rigole, c'est pour énerver mes copains de Nancy, mais parce que tu sais, Alsace-Lorraine, on a un bif, de ouf. Bien sûr. En tout cas, c'est votre Bretagne-Normandie à vous. Je pense, ouais. Vous avez un Mont-Saint-Michel aussi que vous partagez. C'est juste que comment expliquer ça? Non, j'ai pas envie de faire de géopolitique régionale. La Yufka, bien sûr. Non, donc il sera du 12 au 14 septembre au Salon du Livre à Nancy. Puis là, après, on saute un petit peu, il va se reposer de nouveau. Puis le 26 septembre, il sera à Saint-Ouen. Le 27 à la Fnac La Défense à Paris. Et ensuite, le 4 octobre à Caen, à Bédérard. Et les 25 et 26 octobre à Quai des Bulles, à Saint-Malo. On va pouvoir aller manger des galettes. Et voilà. Sur les remparts. Exactement. Et donc ça fait, donc n'hésitez pas à aller découvrir, à aller rencontrer en dédicace si vous êtes dans l'une de ces villes et à aller lire Slum Kids parce que c'est bien stylé comme série. Galette normande ou galette bretonne, Arnaud? Moi plutôt bretonne quand même. Voilà, c'est ça. Toi, t'es un bon gars. Avec du cidre. Voilà. Et même ça donne un peu mal au bidon. Vous connaissez les meilleures régions de France. Alors on continue en fait sur le côté un peu événementiel, mais là c'est sur une autre actualité. Mais avant tout, je tiens à faire un mea culpa dans ce podcast. Parce que j'ai fauté. J'ai fauté dans la dernière émission. J'ai confondu Calogero et Gérald de Palmas. Oh là, ça c'est
Et j'ai jamais eu autant de retours sur l'émission, dans les commentaires, de gens qui disent non, c'est normal, même c'est si je patrimoine. m'améliore, j'en rêve encore. C'est Gérald de Palmas, c'est pas Ouais, Calogero. bien sûr. Honteux. Il y en a qui m'ont fait mais vraiment Démission. papy zinzin. Voilà, ça commence. Je comme ça. dépose une demande de destitution. Voilà. Et non, est-ce qu'effectivement Calogero c'est en apesanteur dans cet ascenseur? Comment tu dis, Gérald de Palmas? Gérald de Palmas, ouais. Gérald de Palmas. Bah, il a fait qu'une chanson, de toute façon, c'est, même si je m'améliore, j'en rêve encore. Je connais Brian de Palma, mais... Non, mais c'est sa version suédée de France, quoi. Donc, voilà, le mec. Gérald, c'est pas un très beau prénom très souvent. Non, bah, il a été, ouais, mais c'est comme Adolphe, tu vois, il y a des, voilà, il y a des prénoms qui se portent moins bien avec le temps. Donc, voilà, ce mec culpa étant fait, et ma pénitence ayant été actée. Nous pouvons passer à l'actualité. Donc, je disais, du côté de l'événementiel, San Diego Comic-Con Malaha, qui a enfin annoncé ses invités. Souvenez-vous, ça avait été annoncé au mois de mars dernier qu'il y aurait une édition européenne menée, en tout cas, alors pas complètement menée par les Américains, mais disons qu'au moins les Américains ont cédé la marque aux Espagnols pour faire un équivalent de San Diego Comic-Con, donc dans la ville de Malaha, qui est sur la côte sud-est de l'Espagne, là où il fait bon vivre quand la région n'est pas en proie aux incendies, j'imagine. Je sais pas comment ils ont passé leur été là-bas, de ce côté-là. Mais donc, ça a été annoncé en mars. Je crois que c'était en juin où ils avaient annoncé qu'il y aurait Jim Lee et Pitch Momoko qui seraient présents. Et depuis, on n'avait pas de nouvelles. On avait vu des artistes qui avaient été refusés pour avoir une table qui se plaignait. On avait pas mal de gens qui se disaient, mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avons-nous payé? Parce qu'ils avaient prévendu les billets. Et ils annonçaient depuis de nombreux mois cet été qu'ils étaient complets, qu'ils étaient fullés, tout ça. Et donc il y a quand même pas mal de gens qui s'est passé des questions et qui disaient mais qu'est-ce pas ça à San Diego Comic-Con? Et moi j'avais regardé aussi leur formulaire d'accréditation presse. Et pourtant moi j'ai réussi à m'accréditer à la New York Comic Con. Et là, celle-là, j'ai halluciné, en fait. Le nombre de trucs qui te demandent, de liens, de justificatifs, de papiers que tu dois toi-même signer. Du coup, ce qu'ils disent, ouais, d'un papier, une recommandation de votre supérieur. Je dis que j'en ai pas, je fais comment, tu vois, enfin, vraiment, j'ai fait. C'est masse difficile. C'est extrêmement contraignant par rapport à ce que c'est, en fait. Tu vois, même pour les gens qui sont sur place, les locaux, je dis, mais les gars, en fait, c'est votre première édition. Vous avez tout intérêt à ce que des gens viennent, en fait. Donc, c'est pas, là, vous mettez des barrières de ouf. C'est un peu bizarre. Donc voilà, j'étais quand même en train de me dire, waouh, mais ça part vraiment bizarre leur première édition. Maintenant, on est un peu plus rassuré quand même parce qu'ils ont sorti, alors ils ont toujours pas de page invitée sur leur site, en tout cas au moment où j'avais fait l'article il y a quelques jours. Mais vu qu'ils ont, c'est très bon signe ça. Non mais du coup vu qu'ils ont mis en ligne le programme, en scrutant tous les panels, tu arrives à déterminer qui y aura. Donc c'est déjà bien. Et en l'occurrence, il y a quand même du beau monde. Donc bon, on vous a déjà dit qu'il y avait Jim Lee et Pitch Momoko. Il y aura Jeff Lubb également. Puisque H2 n'est visiblement pas assez en retard, il fallait bien leur offrir un petit week-end en Espagne, mais ça, voilà, c'est un autre. Les féliciter d'être retenu les délais. C'est ça. Non, donc il y aura, a priori, je pense qu'il y aura David Rubin, puisque c'est lui qui signe une des 4 affiches ou 5 affiches qui sont prévues pour puis l'espagnol aussi. Donc. Pour la Comic-Con. Non, mais il y aura un énorme panel d'artistes espagnols et en même temps il faut en profiter puisque oui il y a Aneke, Belén Ortega, Carmen Carnero, David Lopez, Fernando Blanco, Fran Galán, Gabriel Echevalta, Javi Fernandez, Pepe Larraz, Álvaro Martínez Bueno, mais aussi Jokeli et Kelisu de Conic qui dit avec l'accent espagnol aussi. C'est qu'ils ne font pas tous les S comme ça. Non, je sais bien. Je m'excuse à tous mes compatriotes espagnols qui nous écoutent. Il y a, non, mais Cebulski sera là aussi. Elena Casagrande, elle sera là. Sarah Pichelli aussi. Luciano Vecchio, Emma Rios, Martin Simmons et Werther del Ederra. Donc, voilà, ça fait quand même beaucoup. Et, en plus, guest d'honneur, Arnold Schwarzenegger. Bah, pourquoi pas. Il est très proche des sensibilités hispaniques. Complètement. Il y a aussi le cas, la Californie, l'Espagne, c'est un peu le même décor, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, il y aura l'Autrichien en plus, donc. Oui. Autriche, l'Espagne. Bon, même grande histoire. Ah, il y a des dénominateurs communs, plus ou moins heureux, hein, c'est sûr. Norman Reedus et une bonne partie du casting de The Walking Dead de Daryl Dixon saison 3 seront également présents puisqu'ils ont tourné en Andalousie et qu'Andalousie et l'Espagne, voilà, quoi, c'est pas loin, quoi, c'est même une région de l'Espagne, je crois. Qu'est-ce qu'il est con.
Le Pas-de-Calais, la France, c'est très proche. Ah, il y a des indépendantistes, fais gaffe, il y a des indépendantistes. Je suis très à peu près persuadé qu'il y a des indépendantistes andalous autant qu'il y a des indépendantistes Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà. C'est différent parce que l'Espagne, c'est plutôt une fédération, donc. Okay, moi, je connais pas la géographie ni l'histoire. Non, mais tu sais, ils ont chacun ne m'emmène pas là-dessus. Sa langue et tout, donc bref. Moi, je connais juste que les Catalans, ils aimeraient bien être indépendants. No te preocupas con eso. Si. Moi, j'ai fait espagnol juste parce que je voulais un voyage à Barcelone et que c'était probablement mieux que le nôtre. On était à Beaune et à. Bah, je me suis fait braquer quand même, hein. Aix-la-Chapelle. Donc, c'était pas ouf. Ouais. Oh, mince. Parce qu'il y a le quartier Barrio, le quartier gothique, où il nous avait dit, vous y allez pas, en fait. Parce que, on était chez l'habitant, donc il nous disait, le soir, vous pouvez sortir, par contre, vous allez pas au quartier gothique. Et vous y étiez. Et du coup, moi, je suis les consignes du prof quand j'ai 15 ans, tu vois. Et, mes deux camarades, ils disent, ce soir, venez, on sort et tout. Et puis, allez, viens, on va au quartier gothique. Je fais, bah non, c'est une mauvaise idée. Et fait, mais si, c'est bon, arrête, qu'est-ce qui peut nous arriver, tout ça. Et du coup, moi, j'ai toujours ça. On arrive, il y a cette rue. Ils sont très cons, tes potes, quand même. Hein. Ouais, c'était con. Ah non, mais dans le début d'un film d'horreur. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Non, mais pour le coup, c'est un sketch, hein, c'est écrit, quoi. Il y a une rue comme ça, elle est déserte, il y a des sacs poubelles éventrés, je te jure, la rue, elle est glauque de ouf. Il faut, vas-y, on va parler et tout, on va se balader. Je fais, non, les gars, ça craint. Et il fait, mais si, allez, viens. Donc, forcément, je vais pas rester tout ça. Donc, on marche dedans. On est au milieu de la rue, je te jure, je me retourne. Et depuis la grande place où on avait pris cette ruelle, il y a 5 types qui rentrent dans la rue. Et moi je dis, les gars, je veux pas vous équinter, mais il y a 5 types qui viennent de débarquer, je pense qu'ils nous suivent et tout ça, tu vois. Il fait, mais non, qu'est-ce qui se passe et tout. Les types marchent, ils nous dépassent et il y a ce moment, tu vois, où il y a 2 types devant, 2 types derrière et un sur le côté, comme ça. Et là, je suis en train de dire, effectivement, peut-être qu'ils font que passer. Et puis là, ils crient un truc en espagnol. Et là, en 2 secondes, ils nous emmènent dans une ruelle qui était perpendiculaire. On se retrouve avec les couteaux sous la gorge. Ils nous dépouillent de tout. Moi, j'avais rien. Pour le coup, parce que je sais pas, j'avais eu un pressentiment. J'avais pas pris mon téléphone portable. J'avais pas pris mon baladeur, je sais pas quoi. Donc, littéralement, je me trouve, ils ne me prennent rien. Et eux, ils se font piquer leurs papiers, leur téléphone, leur truc, machin, quoi. Et du coup, après, tu leur as fait. non, du coup, ils se barrent, du coup, on est sous le choc parce qu'en vrai, je pense qu'il y a une réalité parallèle, on se faisait juste chlasser, quoi. Et eux, ils font genre, on est vivants, trop bien, on a envie et tout ça. Et moi, j'étais vert, quoi. Je leur disais, mais bande de connards, quoi. Je vous avais dit qu'il fallait pas y aller et tout. Enfin, laisse tomber, quoi. Donc voilà. Mais si, voilà, on apprend plein de trucs dans les podcasts First Print. Tout à fait. Méfiez-vous du quartier Barrio. Ouais, surtout quand vous êtes jeune et que vous avez clairement vision. Après, Barcelone, c'est pas incroyable, de toute façon. Oh, la Sagrada Familia, frérot, quand même. Le parc Güell et tout. Non, il y a des yeux. Non, mais elle est à Madrid, quoi. Enfin. Faites pas les imbéciles. Non, mais la Sagrada Familia, frérot, c'est incroyable ce truc. Bref, tout ça pour dire donc que si jamais vous aviez pris... Si vous voulez aller en Espagne faire braquer avec vos enfants, n'hésitez pas. Il y a la convention Maja au sud de l'Espagne. Non, mais ça a l'air plutôt cool. Ça se dit pas Maga, parce que déjà Maga, c'est un truc de facho, et le G se dit en espagnol. C'est pour ça, Comme la gente. Si, la gente está muy loca. What the fuck? Allez. Alors, je précise quand même qu'Arnaud a très peu dormi. Hein. Oui. Tout ce qui se passe là est normal. Je me suis réveillé à 4h40, je sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ça a lieu du 25 au 28 septembre prochain. Bon, moi, je pense que c'est un peu mort pour y aller. J'ai un peu la flemme de me faire accréditer. Mais on désespère pas. Dit quand? Du 25 au 28. Donc c'est à la septembre? Oui, à la fin du mois, c'est un peu compliqué. Je pourrais faire les demandes, mais après, genre, en termes de logement, je pense que ça. Moi, j'ai plus un radier, là. C'est catastrophique, quoi. Mais je te parle pas de jardinage, Coco. Oh. Donc, on va continuer l'actualité. Oui, voilà. Comics. Rapidement sur cette blague. Allez, il y a des comics Pacific Rim, figure-toi. C'est bien, qui sortent aux éditions Réflexion. C'est fou. Tu te rends compte? Pacific Rim. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot, mon cher ami? Oui, un petit mot. Écoute, quand Legendary, donc la société de production fondée par Thomas Tull, en tout cas administrée par Thomas Tull, s'est lancée avec l'idée de redynamiser un peu le cinéma. On disait à l'époque le cinéma geek, le cinéma des imaginaires. C'est cette société qui a produit la trilogie de Christopher Nolan sur le Dark Knight, sur Batman, qui a produit les films de Zack Snyder comme Watchmen, 300, Sucker Punch, les films Godzilla ensuite, qui sont devenus un peu leur cheval de bataille, puisque de fait, c'est grâce à ça qu'ils ont été rachetés par un groupe chinois, encore un, et que depuis, ils ont tourné vers leur regard vers la Chine précisément. Mais ils ont encore des accords de coprod avec des grands studios américains. Je crois que c'était Universal ou Paramount, je ne sais plus. C'était quoi ce encore un comme ça? Je pensais à DMG avec Valiant. Ok. Parce que non, mais c'est pas juste. J'allais dire, c'était totalement gratos. Allez, encore un là. Non, mais je pensais parce que j'allais dire, tu vois, c'est un peu ça qui les a tués. Enfin, pas qu'il a tués, mais qui a
fait beaucoup baisser leur... DMG, ils ont racheté le truc pour avoir un univers de film et puis ils ont pas mis les moyens et ils ont rien eu. Non, parce qu'il y a pas et dans la foulée, ils ont tué un éditeur. Je suis pas sûr qu'il y ait des velléités particulièrement expansionnistes des grands groupes chinois vers les États-Unis actuellement, a priori. Mais en l'occurrence, effectivement, il y a eu une période où pas mal de boîtes se faisaient racheter par des géants chinois dans le jeu vidéo, etc. Là, Legendary est tombé dans l'escarcelle de ce truc-là, et effectivement, il y a eu des films comme La Grande Muraille qui ont été produits pour, c'était nul ça. Voilà, pour alimenter ce créneau-là. Et les films aussi, de Godzilla qui ont plus tourné leur regard précisément vers l'Asie ou la Chine. C'était l'époque où il y avait beaucoup d'acteurs et d'actrices chinois et chinoises dans la plupart, en fait, des films de Legendary. Ouais. Notamment Pacific Rim 2, qui était un bon exemple de ça, puisque le film se passe, au Japon, mais il y avait effectivement une actrice chinoise, je crois que c'était. Il y a eu un Pacific Rim 2? Oui, il y a eu un Pacific Rim 2, malheureusement. Mais il est produit par les mêmes personnes, on peut dire qu'il n'existe pas. On a le droit. Moi, je préfère vivre dans cette réalité. Voilà. Mais en l'occurrence, effectivement, il y avait un plan plutôt transmarketing avec les franchises de Legendary. Et dès qu'un nouveau film Legendary sortait, il sortait des comics. Oui, je me rappelle, j'avais le comics Godzilla de Legendary en petit art. Mais peut-être la piste d'un autre kryptonien, voire d'une kryptonienne qui avait été publiée à l'époque. C'était la triste période des comics Legendary. La boîte, elle est devenue célèbre entre guillemets pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire que c'est elle qui a accepté de publier le Holy Terror de Frank Miller à l'époque où personne n'en voulait, puisque personne ne voulait de ce projet considéré à raison comme un comics islamophobe, avec un super gangster israélien dedans qui a la croix de David, de David tatouée sur la gueule, avec Catwoman qui se déguise en femme voilée pour infiltrer une mosquée où tous les mecs sont des terroristes armés jusqu'aux dents à l'intérieur. Enfin, c'est un comics qui passerait très bien aujourd'hui, en l'occurrence. Il aurait un accueil critique beaucoup plus favorable qu'à l'époque. Et c'est Legendary qui avait bien voulu le publier à l'italienne, en accord avec les desiderata. Oui, parce que c'était comme 300 à l'époque. C'est ça. C'était pensé dans ce format-là. Et après, tout le reste de leur prod, c'est quasiment que du comics à licence. Mais là, en l'occurrence, ce projet qui a été publié donc chez Vestron. Non, chez Réflexion. Chez Réflexion. Il a l'intérêt, si quand même, que c'est le scénariste de Pacific Rim 1 qui est aux commandes. Je sais plus qui sont les artistes, par contre, si tu peux m'aider. Oui. Donc Travis Beacham, c'est le co-scénariste du film de Del Toro, et il y a Joshua Hale Filkoff qui est aussi présent. Filkoff qui aide du coup Beacham au scénario. Et Filkoff qui avait fait il était Joshua Hale Filkoff. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi ce nom me dit quelque chose? Il a fait du Marvel, pas mal. Il a fait c'était pas Vision, non, c'est pas Vision. C'est pas lui qui avait fait le High Vampire aussi. C'est pas impossible qu'il ait fait High Vampire. Oh, quoique. Tu me mets le doute. En tout cas, il a fait beaucoup de Marvel. Il a fait du Magneto, je crois. Il a fait des X-Men, ça c'est sûr. Enfin bref, c'est un scénariste de comics qui est en l'occurrence un peu comme Matt Kindt avec Keanu Reeves, est aussi là pour mettre en forme les idées de Beacham dans un format séquentiel. Et donc au dessin, c'est Marcos Martz. Marcos Martz, voilà. Alors lui, pour le coup, qui est un peu moins connu, mais ça fait un peu Marky Mark, quoi. Marcos Mark. Enfin, Marcos Martz, tu vois. Je sais pas, pardon. Faut dormir la nuit. Et donc, effectivement, voilà, c'est un projet qui est un peu plus intéressant. Ouais. C'est une anthologie avec différentes histoires, du coup, qui racontent comment plusieurs pilotes de Jaeger ont combattu plusieurs kaiju. Graphiquement, c'est assez intéressant. Non, j'ai pas mis de page dans la news, mais vous pouvez feuilleter ça sur le web ou tout taper Pacific Rim Tales from the Rift, je crois. Ouais. Qui est du coup les contes du Rift, les récits du Rift. Les récits de la dérive. Les récits de la dérive, c'est vrai qu'ils ont traduit le Rift en France. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Graphiquement, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu l'une des seules portes de sortie qu'on a, nous, fans du premier Pacific Rim, parce qu'en fait, il n'y a pas eu vraiment de continuation. Del Toro voulait faire une série animée produite au Japon. Je crois même qu'il avait parlé de Hideaki Anno à l'époque, mais ça ne s'était pas fait pour des raisons de Del Toro qui abandonne toujours les projets qu'il lance au bout d'un moment, parce que voilà. Remember les montagnes hallucinées. Hein. Voilà, mais entre autres, Remember Justice League Dark aussi. Entre autres choses, Remember le Hobbit. Il a une collection longue comme le bras de projets. Après, le Hobbit, il y a eu 3 films, quoi. Oui, mais c'est pas lui. C'est au départ, il devait faire le Hobbit 1. Et c'est, en fait, il a lâché en cours de route et c'est Jackson qui a repris le truc alors qu'il avait pas envie. Jackson voulait juste produire le Hobbit. Pardon, je confonds Del Toro. C'est pour ça, le roi des gobelins qui a, tu sais, l'espèce d'énorme couille de gorge, là, qui lui penduit, etc. C'est un pur design Del Toro, ça, tu vois. C'est les créatures du Monster Shop de Del Toro. Malheureusement, c'est pas lui qui a fait le film. Ce qui fait que le film est mauvais. Le 2 est bien, le 3 est pas bien. Non, le 2, il est pas bien. Le 2 est bien. Les araignées, Smog. Ils sont tous nuls, quoi.
Non, il est bien le 2. Pardon. Ouais. Donc du coup, voilà, ça fait un comics Pacific Rim. C'était un débat rondement mené. Et effectivement, le Pacific Rim Uprising, Pacific Rim 2 avait été réalisé par Stephen S. The Knight, l'homme qui a commis également la série Jupiter's Legacy pour Netflix, et qui avait commis la fin de Daredevil saison 1, qui était le pire moment de Daredevil à l'époque, après la reprise du projet par Drew Goddard. Donc voilà, il nous reste quelques comics. Celui-là, très honnêtement, on m'a posé la question sur Blue Sky, je ne l'ai pas lu. Je l'ai feuilleté pour faire mon article. En revanche, effectivement, je ne saurais pas vous dire si c'est extraordinaire. Ça a le cachet d'avoir le scénariste du premier volet, donc c'est canonique, entre guillemets, et un dessinateur qui fait des beaux combats entre robots et kaiju, ce qui est déjà un peu ce qu'on attend de la vie. Ceci étant, c'est vrai que à l'époque, Pacific Rim, comme ça avait un peu redynamisé l'imaginaire, justement, monstre géant, Gundam, enfin, tout le combat mecha contre Jaeger, enfin contre kaiju, pardon. Et depuis, c'est devenu quand même plus mainstream. Il y a eu des jeux vidéo qui utilisaient le gigantisme. Il y a eu quand même le retour de Godzilla. Il y a eu même des trucs comme Shin Ultraman ou Shin Kamen Rider qui sont sortis pour, pareil, faire des productions plus sérieuses à partir de ces trucs un peu vétus du tokusatsu. Donc, Pacific Rim, de fait, la franchise elle-même, elle a pas d'identité personnelle. Elle a son thème musical, son discours, son esthétique Del Toro-esque, mais sans le réalisateur, elle aurait pas eu intérêt, je pense, à continuer plus que ça. Elle a fait son boulot. Elle a donné envie aux gens de revoir plus de kaiju. Et aujourd'hui, c'est redevenu un peu plus mainstream. Donc, ça reste un bon souvenir pour nous, un film culte. Est-ce qu'on a besoin forcément d'avoir eu... Parce que je vois beaucoup de gens, c'est qui regrettent que Pacific Rim Uprising n'ait pas été aussi bon que ce qu'il a été, pour euphémiser un peu le truc. Moi, en vrai, voilà, je préfère avoir de très bons films Godzilla tous les 3 ans que une franchise Pacific Rim déclinée. Ouais. L'animé aurait pu me plaire, par contre. Ça, j'aurais été assez content. Parce que voilà. Très bien. Du côté de la VF, de toute façon, en termes de comics, il y aura que juste en fait des annonces de parution VF. Là, c'est là encore la reprise. C'est la fin de l'été. C'est la fin de l'été, c'est la reprise. Malicia Terre Sauvage et Werewolf by Night Red Band qui arrivent chez Panini Comics en 100%. Entre autres, oui, ils ont fait plusieurs annonces en dehors de seulement celle-ci. Une sorte de petit lot avec ce qu'il leur restait à annoncer pour là, je crois que c'est pour la rentrée, enfin c'est pour les prochains mois là. Alors Malicia Terre Sauvage, rapidos, ça participe de ce côté, on fait des comics qui se passent dans le passé, donc dans la continuité antérieure, donc des moments perdus de la continuité. Dans la série Uncanny X-Men de Chris Claremont et John Byrne, il y avait, enfin, est-ce que c'était John Byrne d'ailleurs? De Chris la vache. De Chris Claremont, restons là-dessus. Il y a un moment donné où Malicia finit effectivement sur le Savage Land avec Magneto, où elle passe voilà quelques temps et on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre eux, et où voilà elle se fait une sorte de costume un peu de guerrière sauvage, inspiré un peu par Tarzan, par Burroughs et tout. Ce moment-là, il avait marqué un peu les générations de lecteurs de l'époque, puisque Malicia déjà c'était une héroïne qui était dans le cœur de beaucoup de fans masculins de l'époque. Là en plus elle était plutôt en mode Jane de Tarzan, un peu sexy, etc. Donc voilà, c'était devenu un moment un peu culte des années 80. Que effectivement Tim Seeley, parce que c'est pas Chris Claremont qui va reprendre cette histoire, Tim Seeley a du coup développé sur un projet en 5 numéros qui raconte précisément ce qui s'est passé pour Rogue et pour Magnus une fois qu'ils étaient sur l'île, avec je ne sais plus qui était le dessinateur de ce projet, et une très belle couverture de Carrie Andrews. Donc voilà, ça c'est pour les nostalgiques. Des X-Men, c'est l'une des rares fois où un comics nostalgique n'est pas piloté directement par le scénariste ou la scénariste responsable des idées posées à l'époque, parce que généralement c'est Claremont qui revient pour alimenter, ou c'est Michelini, ou c'est Peter David et tout, le regretté Peter David. Donc voilà, ça c'est pour de ce point de vue-là. Tu me disais quoi juste à côté? Werewolf by Night Red Band. Oui, le Werewolf by Night Red Band. Alors ça, c'est plus ou moins la suite d'un numéro spécial qui était tombé pour Halloween, avec un graphisme plutôt bon d'ailleurs à l'époque, puisque c'est la continuité entre guillemets du côté, bon, le Werewolf by Night, Marvel Studios l'a utilisé. Effectivement, il existe. On s'est rappelé, nous, chez Marvel, qu'on avait ce loup-garou qui peut incarner un besoin au moment des fêtes d'Halloween, où on a besoin de personnages qui incarnent l'horreur classique et qu'on peut pousser vers l'avant. Donc, ils avaient validé effectivement une série sous le titre Red Band, qui voilà, va suivre effectivement la mythologie du Werewolf by Night dans un ton beaucoup plus super-héros, avec Moon Knight qui est là, puisque bien sûr Moon Knight est apparu dans la série Werewolf by Night. Très honnêtement, c'est un projet, moi j'ai pas du tout aimé, parce que c'est pas le même dessinateur que le numéro spécial dont je vous parlais juste avant. C'est l'héroïne Rookin, là, qui était déjà là dans la série précédente, mais enfin,
Je sais pas pourquoi publier ça, très franchement, parce que le Werewolf n'aura pas d'existence postérieure chez Marvel Studios, a Parce priori. qu'il faut sortir des titres d'horreur en octobre. C'est pas de l'horreur, c'est du super-héros. C'est du super-héros avec des châteaux forts et enfin des châteaux gothiques. Oui, mais il y a du et sang. Un peu, mais c'est pas non plus. Après, moi, j'ai vu les 2 premiers numéros, j'ai été scandalisé que ça s'appelle Redbound par rapport à, tu vois, à l'absence de contenu graphique. Tu vois Colder. Ouais. Voilà, ça c'est un comics d'horreur. Oui, je le vois. Werewolf by Night, c'est du super-héros. C'est pas de l'horreur, c'est pas vrai. Ça fait pas peur, pas particulièrement sanglant, c'est pas super intéressant. Oui, disons que c'est pourquoi ils le sortent quand même, c'est parce que je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Moi. Donc voilà, en tout cas ça sort et ça sort. Et je vous conseille plutôt Rogue si vous êtes effectivement de cette génération. Enfin pas que, parce que moi j'avoue que j'aime bien l'écriture de Silly. Là, ouais, il y a un petit côté, comics d'îlot monstre qui est sympa, quoi. Enfin, c'est pas, ça va pas vous réveiller la nuit, hein, mais bon. Voilà. Pas comme moi à 4h40 du matin. C'est ça. T'aurais peut-être dû lire ce comics-là pour te rendormir. C'est pour ça. Ouais, je peux te rendormir. Et attends, parce que du coup, il y avait ça. Il y avait effectivement, il y avait aussi la série Sam Wilson Captain America, que tu as pas mis dans le titre, de Greg Pak et Valentine Delandro, et Evan Narcisse, qui était en fait le comics qui avait été validé pour accompagner le film Brave New World. Un comics qui est pour le coup pas inintéressant, qui est vraiment une version un peu mâchée du film, mais en mieux fait, puisque ça reparle d'Isaiah Bradley, ça reparle du Red Hulk. C'est plutôt pas mal. Enfin, c'est plutôt pas mal. C'est du comics mainstream, un peu basique, un peu formule. Mais si vous avez du coup pas aimé le film et que vous voulez quand même vous dire, ce Cap là, ce Sam Wilson là en Cap, ça avait du potentiel, c'est dommage de l'avoir sacrifié pour précisément se concentrer sur le retour de Rogers en mettant du coup Sam de côté. Il y a ce petit comics-là qui effectivement existe, et aussi il y a la série Elverine, qui est la suite de la mini-série Elverine de Ben Percy, et c'était Ben Percy qui l'avait faite, mais après c'était repris par attends, mais j'ai un doute là. Qui c'est qui dessine le Elverine, Arnaud? Tu me mets le doute. C'est Raphaël Yanko. Et ce comics-là, il est pas bien. Et parce qu'il a eu très bonne presse aux États-Unis. J'ai pas compris pourquoi. Parce que ça arrive des fois comme ça. C'est ultra poussif. Et si vous aimez Deacon, vraiment, ça n'a aucun intérêt. Donc du coup, 2 bonnes prises et 2 prises moins bien. Ok. Les comics d'Halloween, c'est pas bien en général, de toute façon. Bon, t'es chier. En super-héros. Colder, c'était bien. En super-héros. D'accord, super. Très bien, Corentin. Qu'est-ce qu'on a eu d'autres annonces récentes? Oui, du côté de iComics aussi, forcément, du programme chargé en Tortue Ninja pour une année qui a été assez copieuse, mine de rien, puisque donc là, il y a le relaunch de Jason Aaron qui vient de démarrer, soulevant évidemment cette question du pourquoi ce range démarre-t-il alors que Reborn n'est toujours pas complet. Et la réponse, elle est vite répondue. La question, elle est vite répondue. Simplement que Reborn, c'est compliqué. Et que clairement, ils voulaient accélérer et retrouver une série sur laquelle il y a un lectorat qui soit plus fédéré. Et donc, c'est pour ça qu'ils l'ont lancé plus tôt, sans attendre forcément la fin de Reborn. Mais sachez à ceux qui se posent la question que oui, le but est bien d'aller jusqu'au bout de Reborn malgré tout. C'est juste que c'est une série qui hélas ne trouve pas du tout son public comparé à la précédente. Et en plus il y a maintenant un phénomène aussi un peu d'une forme d'attentisme par rapport aux gens parce que en VO elle est intégrée dans la IDW Collection. Donc ils attendent que en fait le passage de Reborn soit dans les intégrales, puisqu'il y a quand même 3 intégrales qui sortent chaque année depuis quelques temps. Mais bon, ça veut dire qu'il faut pas y sortir encore 3-4 ans avant d'en arriver là. Et d'ici là, en fait, si les gens attendent tout ça, en fait, il y aura juste pas de Reborn parce que tu vas pas payer les coûts de traduction et de tout ça si t'as pas eu une première rentabilité. Mais bon, ça, ce sont les aléas de l'édition en France. Mais justement, Reborn tome 5, ça arrive en novembre. C'est le fameux arc Mystic Sister où tu as la nouvelle version de Vénus qui est introduite dans la continuité de la série de Tom Watts, donc reprise par Sophie version un peu plus vénère, Frankensteinesque. Très Frankenstein, puisque tout tourne autour d'un docteur qui propose au sein du quartier mutant de redonner leur humanité aux gens qui ont été à ceux qui étaient humains et qui ont été touchés par l'explosion mutagène à la fin du volume de Tom Watts. Et donc là dedans effectivement les tortues sont elles sont agressées par des grenouilles
grenouilles punk qui les accusent en fait d'avoir enlevé leur ami, sauf que ce n'est pas eux qui ont fait ce n'est pas elles. Les Tortues Ninja, c'est des mecs, mais bon. Mais donc c'est pas elles qui ont fait le coup, et on va découvrir ce qu'ils se trament Battletoads dans ce laboratoire de chirurgie esthétique un petit peu bizarre. Du reste, on a 2 autres sorties à noter. L'intégrale se poursuit également, donc avec le tome 8, mais le tome 8 il est bien intéressant puisque en fait par rapport à ceux qui avaient lu la série principale dans sa première édition, là, on est sur du 80% d'inédit, puisqu'en fait, il y a que 2 numéros de la série principale, c'est 65-66 de mémoire. Mais sinon, en fait, dedans, t'as la mini-série Bebop et Rocksteady Destroy Everything, complètement what the fuck, complètement débile, mais voilà, qui est plutôt rigolote. Et avec aussi les 8 premiers numéros de TMNT Universe. Donc, c'est un ensemble de petites histoires qui venaient se greffer en parallèle de la trame de la série principale. Et donc là, ça permet d'avoir quand même un petit peu d'artistes sympas, parce qu'il y a Bill Sienkiewicz, Nick Pitara ou Adam Gorham qui sont présents sur les numéros. Ouais. J'aime bien. Elle est chouette, Nick Pitara. En plus, c'est une sorte de monstre slime qui s'agglomère dans les égouts et qui a visiblement, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, la maladie des vieux qui collectionnent, enfin qui gardent tout. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, il fait ça. Il récupère des objets partout dans les égouts. La maladie de l'Arfleeze. Il récupère. Voilà. Et donc l'histoire est plutôt sympathique. Donc ça, ce sera disponible ce mois d'octobre, je crois. Et donc plus proche. C'est cool que dans l'intégrale ils mettent ce genre de truc là, tu vois. C'était le projet de base. Hein. Ça a toujours été le projet. C'est le principe de l'IDW Collection, c'est de tout mettre dedans. Et c'est pour ça d'ailleurs que le tome 5 a fait beaucoup rager une partie du lectorat à raison, hein, puisque cette promesse de tout mettre dedans n'a pas pu être tenue, puisque pour des questions de droit assez stupides, ils ont pas autorisé en fait pour la version française à inclure les crossovers TMNT Ghostbusters, puisque les ayants droit de Ghostbusters en question c'est géré de façon différente en fait entre les États-Unis et l'international. Et du coup, l'intégrale version française n'est pas une intégrale complète à 100% puisqu'il manque le crossover. Pourquoi tu fais cette voix? Parce que j'ai eu envie de bailler en même temps. D'accord. Et du coup, je me suis réveillé à 4 heures, je te rappelle. mais parce que voilà, donc effectivement, il manquera à chaque fois les crossovers Ghostbusters. Il y en a eu 2, donc c'est-à-dire qu'il y a deux tomes, effectivement, l'équivalent n'est pas atteint. Wow. Après, les crossovers en question sont pas très bons, donc c'est pas. Mais le truc, c'est que quand tu as cet aspect-là et que la politique tarifaire de iComics fait que ils baissent pas forcément le prix pour les tomes concernés. Ah, ils ont pas compensé avec un autre matériel du coup. Non, tu peux pas ça. Ah bon? Tu veux mettre quoi tu peux pas prendre les trucs qui étaient pris pour le tome suivant et les mettre dans le tome. Non. Ah bon? Non. C'est un peu idiot du coup. Parce que du coup, tu payes le même prix par rapport à la. Oui, mais c'est pour ça. Ce qui aurait été bien de faire, c'est de baisser le prix du tome concerné. Oui. Et c'est ça qu'on leur reproche. Oui. C'est un reproche légitime. Mais oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça, je te dis, parce que tu dis, TMT Ghostbusters, je fais non, les crossovers sont pas bons, mais le problème, c'est que, effectivement, ils ont pas compensé avec une baisse de prix conséquente dessus. Je crois qu'ils ont peut-être un peu baissé de prix, mais bon, c'est pas assez. C'est pour se tirer aux Bahamas avec la thune. Et c'est ça, ça ramène beaucoup d'argent, l'édition en France, c'est connu. Ah oui, purée, le classement des top millionnaires de France, à chaque fois, c'est j'ai croisé Arquette dans c'est des Lamborghini, là. C'est ça. Ça flambe, hein. Ouais, il a refait les pare-chocs, ils sont en or maintenant. Paperback, les nomades. Ouais, mais j'étais un peu impressionné. Ça cachait, dis donc, Grendel intégrale. Wow! Ouais, attention. Et alors, Billionaire Island, mon gars. Et Billionaire Island. Comment tu l'as payé ton nouvel appart? Je l'ai, avec mes relevés de droits sur Billionaire Island, hein. Là, j'ai reçu. Les prêts bancaires, c'est pour les pauvres. C'est ça. Moi, j'ai reçu mon relevé de droits sur Billionaire Island. J'ai toujours pas remboursé mon avance. Hein. Et voilà. Et vu qu'il est en arrêt de commercialisation maintenant, tant pis. Si tu retraduis encore une BD, on aura la First Print Tower. C'est ça, le First Print Publishing House. Non, tout ça pour dire que donc ce tome-là de l'intégrale, il est cool pour le coup en termes de contenu et tout ça. Celui-là, il est vraiment très très intéressant. Et après, t'as les classiques qui reviennent pour un 7e et dernier tome. Et là, tu me diras, Corentin, mais je comprends pas, Arnaud. Le 6e tome, c'était déjà toutes les micro-histoires courtes de Eastman et l'air de leurs copains de l'époque. Qu'est-ce qu'ils pourraient bien mettre dans un 7e tome? Attends, parce que du coup, je comprends pas, Arnaud. T'y arrives pas, hein. Tu vois, le tome, machin, c'était déjà les trucs complets de Eastman et l'air. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans un 7e tome?
Eh bien, ce 7e tome s'appelle 40 ans d'illustration. Donc, je te laisse deviner qu'est-ce qu'il y aura dedans. Il y aura 40 ans d'illustration. Exactement. Corentin, tu es vraiment beaucoup trop intelligent pour ce monde. On ne te mérite pas. Non, donc en fait, c'est un artbook, hein. Clairement, c'est un artbook. D'ailleurs, c'est marqué 40 ans d'illustration. C'est affiché sur la couverture. En fait, ça regroupe l'ensemble des couvertures faites pour la série originelle, du studio Mirage, puis toutes les illustrations qui ont été faites aussi, en parallèle pour, des livres de jeux de rôle par exemple, des publicités dans Wizard Magazine et tout ça, enfin voilà, toutes les illustrations qui ont été faites en couverture. Donc ça n'a bien sûr aucun intérêt si vous aimez la bande dessinée, puisque ce n'est pas un album de bande dessinée, surtout qu'effectivement c'est toujours vendu 40. Ça peut être sympa, ceci dit. Oui, mais c'est toujours ça aussi pareil, mais ça c'est on y reviendra sur cette politique tarifaire de fou furieux quoi. C'est 40 balles quoi. C'est 40 balles. Oui, pour 176 pages d'illustration. Du coup, bah oui. C'est des malades. Je comprends pas, moi je comprends pas, mais bon, voilà, donc j'imagine que pour les 176 pages. Mais après la page, c'est non mais attends, le tarif. Quoi. Non mais c'est pas des illustrations là, tu vois. Enfin. Oui. Même un dos toilé, je paye pas ce prix-là. Hein. Alors si. Non mais tu l'as déjà fait. Non, tu l'as déjà fait. Je suis sûr qu'il doit y avoir un exemple. Un contre 40 €, moi je veux au moins 400 pages. Hein. Non, alors ça c'est plus compliqué. Tu connais 1629 je crois que c'est chez Glénat ou je sais plus qui. C'est 35 balles pour 100 pages, hein, donc ah bon en franco-belge. Ouais. Mais c'est du qu'est-ce qu'ils ont? C'est du grand format, c'est du grand format. En fait, ils veulent pas vendre des tomes. C'est ça le truc. Ils préfèrent avoir 100 personnes qui vont vendre acheter. Non, mais en l'occurrence, c'est une très bonne vente parce qu'en fait, les gens sont parce que l'équipe artistique, c'est une grosse équipe artistique. C'est avec le mec de Black Sad, je crois, et Juanro Garnido là. Je crois que c'est ça. Et surtout. En fait les gens le veulent parce que c'est une belle BD en tant que telle, ces trucs. Après elle ne passera pas par moi. Non, effectivement, mais c'était ce qu'on avait déjà dit souvent avec Xavier Gilbert ou même avec Sullivan à l'époque, en fait que quand les gens ils veulent le bouquin, en fait, hélas, c'est pas le tarif qui les arrête forcément. Mais là, clairement, nous emmener dans un nouveau tunnel. Du coup, tu ne vends qu'aux gens qui veulent le bouquin et pas aux gens qui pourraient s'y intéresser. Oui, c'est ça. Mais en même temps, c'est un livre, c'est un artbook, donc déjà l'artbook. Là, en l'occurrence, il y a pas de doute sur la marchandise. Hein. L'artbook, c'est vraiment pour ceux qui sont fans hardcore et tout ça. Moi, je pense effectivement, vu le truc, ça aurait été bien de le baisser à 30 balles clairement, parce que c'est déjà beaucoup pour un simple recueil d'illustrations. Bon, clairement, le contrôleur de gestion, il a dit. Là, c'est du bonus, tu vois. Enfin, oui, c'est pas indispensable. S'en passer. Ah, complètement. De toute façon, ma vie, là, pour le coup. Moi, j'ai prévu de m'en passer. Oui. Non, mais là, le prix est rédhibitoire, hein, clairement, par rapport à ce que c'est, quoi. Donc, voilà. Mais, en couleur. Les autres étaient en noir et blanc. Celui-là est forcément, évidemment, en couleur, puisque, t'as les process des pages, du crayonné à l'ancrage avec les différentes mises en couleur et tout ça. Donc, voilà, ça changera. Mais, pas sûr que ça trouve beaucoup son public, et c'est dommage parce que sinon, c'est quand même plutôt sympa, quoi, en tant que tel. Mais ouais. Mais si le gouvernement va faire des concessions socialistes, tous les salaires vont augmenter, là, ils l'ont dit ce matin sur France Info. Ah oui? Mais oui, ça y est. Ah dans ce cas. T'es prêt pour un SMIC à 3 000 €? Moi, je suis prêt. Allez, moi aussi. Je suis prêt. Surtout que je suis pas salarié, voilà, donc je suis vraiment très très bien. Après, si tout le monde peut gagner 3 000 €, je pense que d'un coup, la question du prix des albums de comics sera beaucoup moins relou. Hein. Oui. Du coup, ils feront l'album à 60 balles, du coup. Non, je pense pas. Non, justement, il y aura pas besoin. Ils pourront vendre leurs albums surtout. Donc, on vendra des BD. Ça peut être bien. Ensuite, du côté, et on termine alors avec une petite notule. Chez Rue de Sèvres, je l'ai pas encore lu, je l'ai reçu, mais j'ai envie de le lire parce que ça s'appelle Le Club des BD Maniacs. C'est de Scott McCloud, du grand Scott McCloud, et de Raina Telgemeier, qui est donc l'illustratrice autrice de jeunesse la plus vendue, sinon l'une des plus vendues actuellement, qui a fait Sourire ou Sœur chez Courage aussi, que Aquilos a publié, qui est l'exemple parfait d'ailleurs, à l'instar des Lumberjanes, des titres jeunesse qui explosent aux États-Unis. Vraiment, Telgemeier en 2019, c'était vraiment l'album qui venait de sortir à l'époque. Je sais plus si c'était Courage, Guts en VO, mais c'était vraiment la plus grosse vente d'albums de bande dessinée dans tous les États-Unis. Et alors, je connais pas les chiffres d'Aquilos, mais le succès n'a pas été reproduit en France à la hauteur de ce que c'est aux États-Unis. Mais donc là, elle s'associe avec Scott McCloud, qui est un brillant auteur de bande dessinée et surtout un exégète de ce qu'est la bande dessinée en fait. Il a fait notamment L'Art invisible, suivi de déconstruire la bande dessinée et faire de la bande dessinée, je sais plus. Understanding Comics, Reinventing Comics, Making Comics. Ouais, c'est ça. Donc, voilà.
trois Et le sculpteur aussi. et le sculpteur. Mais justement, Scott McCloud, le sculpteur, ça avait été publié chez Rutsev, donc j'imagine que c'est peut-être pour ça que ce nouvel ouvrage arrive, sachant que Rutsev, une BD pour le coup, hein, oui, qui est une BD, mais sachant que Rutsev publie en fait un peu comme Gallimard Jeunesse pas mal de comics jeunesse simplement dans leur catalogue. Il y avait Jane face aux sirènes l'an dernier que moi j'avais adoré chez eux, qui était vraiment trop cool. Et donc là, ça s'appelle La Bande des BD-Maniacs et c'est l'histoire de jeunes garçons et filles qui se réunissent pour faire un club de bande dessinée. Donc j'imagine que la promesse c'est d'avoir à la fois le talent de Reina pour faire de l'histoire de jeunesse et en même temps de profiter du savoir de Scott McCloud pour, j'imagine, expliquer comment on fait des bandes dessinées, mais par le prisme donc de cette histoire qui raconte des jeunes qui créent leur propre bande dessinée. Comme Bakuman. C'est le manga du mec qui a fait Death Note, qui a fait un manga après derrière sur une bande d'ados qui crée leur manga. Ah oui, voilà. C'est un très bon manga. Si vous aimez la BD, c'est un très bon manga. Mais cool, pour le coup, moi, j'ai toujours un peu regretté que McCloud, dont on sait que c'est un bon auteur, ne produise pas davantage de fiction. Ouais. Parce qu'entre Zot et le sculpteur, il n'y a pas non plus 40 projets. Je crois qu'il avait peut-être fait des trucs chez DC ou Marvel à un moment donné, juste pour le clin d'œil. Mais il y a un chat qui gueule dans ta cour, c'est très déstabilisant. Il veut rentrer là. Tu vois, je t'avais dit. Ça manque de chat, il est d'accord. Il a attendu. Mais du coup, ouais, ça peut être carrément sympa. En plus, effectivement, le projet peut être l'occasion un peu de faire de la pédagogie sur la BD et aussi sur les gens qui aiment la BD. Je suis client. Je suis assez curieux, on en reparle. On va en reparler. Ouais, de toute façon, je pense que il a envoyé à notre jury pour les First Spot Awards dans la section. Boum. Jeunesse. J'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, on va pas avoir une toute petite partie écran. Ce que vous l'aurez noté, c'est un petit front page. Il y en a des fois comme ça qui durent que 1 heure et quelques, mais ça arrive. Écoute, il y a un trailer pour la mini-série Marvel Zombies. Alors, mini-série, eux, ils vantent ça maintenant comme un 4-part event, un événement en 4 parties parce que ce n'est pas, non, mais parce que ce n'est pas une mini-série, c'est vraiment un film découpé en 4 segments. Il n'y a pas de narration sérielle dedans. Faut vraiment pas le voir comme ça. Les séries Disney+, c'était comme ça aussi avant. Oui, mais maintenant, ils l'assument. Parce qu'avant il est diffusé semaine après semaine, donc il y avait quand même un mode de diffusion qui était sérieux. Là c'est bon, ils assument, ils sortent tout d'un bloc, il y aura 4 épisodes de 20 et quelques minutes le jour J, donc en moins de 2 heures vous aurez tout regardé. Il y a le trailer, ça a l'air toujours aussi éclaté puisque c'est le modèle graphique de What If que voilà aimé, on apprécie ou pas. Mais il y a du gore quoi, oui, donc voilà. Je me suis demandé si c'est toi ça allait te parler parce qu'il y a que le moment où Ant-Man se fait couper en deux, enfin oui, mais ça me fait marrer, mais en même temps, mais le truc, c'est que le moteur graphique est pas intéressant du tout, quoi. Bah ouais. Oui, puis c'est encore. Donc c'est pas, voilà. C'est cet axe blockbuster comique, mais avec du sang, quoi. Puis moi, tu sais, quand il y a du sang, il me faut du cul aussi, et là, il y en aura pas, donc bon. Donc ça marche pas. C'est vous comment tu joues carte sur table maintenant, en fait. Au début, il avait peur de se faire ce genre de blague quand on a commencé ensemble. En mode, non, mais pourquoi si les gens, ils vont trouver que je suis bizarre, etc. Et ça y est, maintenant, c'est, ouais, je me cul le sang. Ouais, c'est pas une blague. Puis c'est bon, hein, on a un masque au pouvoir, on peut tout dire. Hein, c'est vrai, t'as raison. C'est fini la woke cancellation là. Honnêtement, moi cette bande-annonce sur le papier, elle me va parce que vrai, quelqu'un a eu l'air de s'amuser en faisant cette série. Oui, et tu sais, non, par contre, il y a un truc qui est vraiment cool. Par contre, c'est que la bande son de cette bande-annonce, c'est Baby Metal, oui, c'est ce que j'allais dire. Et Poppy. Voilà, c'est un pur tube. Donc voilà, moi j'étais content. Bah très bien. Voilà. C'était donc du métal, du sang. Je me suis dit ça pourrait peut-être te parler. C'est pas Blade à la fin du coup. En fait, c'est un Blade Moon Knight. C'est un Blade, ouais. C'est Blade qui est l'avatar de Khonshu en fait. J'aurais pas dû poser la question. Moi, je suis con. Hein, il n'est ni doublé par Oscar Isaac ni par Mahershala Ali. C'est je sais plus comment il s'appelle. C'est. Ah là là. Bon bref, c'est pas grave. Mais donc ouais, moi à la limite ce qui m'embête un peu, c'est ce que je reproche à chaque fois à ce projet, c'est pas une critique envers lui-même, enfin c'est pas genre les gens qui travaillent sur la série animée, ils avaient des consignes hein, évidemment. C'est que c'est pas l'adaptation des Marvel Zombies de Robert Kirkman quoi, ou de Mark Millar. C'est pas des Marvel Zombies qui communiquent. C'est pas des Marvel Zombies qui sont intégrés dans un multivers. Non, c'est vraiment, clairement, voilà. C'est Scarlet Witch et Namor qui veulent juste répandre l'épidémie zombie visiblement sur toute la planète. Voilà, et voilà. Bon, ça a l'air très quadrillé, très blockbuster zombie, en fait, simplement. Alors, effectivement, il y a une esthétique musicale et même tu vois qu'ils ont travaillé un peu les éclairages, quand même, par rapport à Marvel, à What If. Il y a des personnages qu'on va revoir, ce qui sera, en fait, ça fait vraiment, on dirait une grosse saison contractée de Marvel What If en fait. C'est un spin-off de toute façon de What If déjà en tant que tel, mais au moins ce sera vraiment violent parce que l'épisode du coup What If Zombie était nul parce qu'il y avait déjà pas la violence non plus quoi. Il y a du sang effectivement, mais moi encore une fois je n'ai pas 14 ans donc il m'en faut plus en fait. Je suis désolé, j'ai eu ma période un peu genre hey, c'est gore à couper en deux machin etc. Il m'arrive alors encore. Que maintenant tu es un adulte. Non mais il m'arrive encore d'avoir des réflexes un peu régressifs comme ça sur ce genre de conneries mais
ça fait pas un produit, tu vois, ça fait pas une œuvre d'art. Ce petit mépris culturel là. Mais non, absolument pas. Ça, Le cinéma de Robert Rodriguez, c'est complètement débile sur les schlass, j'adore. Le cinéma asiatique de kung-fu un peu violent ou de film de sabre, il y a souvent des têtes coupées, etc. C'est fait exprès pour être débile, c'est des gerbes de sang qui vont à 50 km. Ça me fait marrer, je suis content de les voir, c'est créatif, c'est rigolo. Là, c'est pareil. À ceci près que moi, la cruauté m'a jamais trop fait rire. Je trouve justement le cinéma d'horreur anglophone en général, il a un côté tuer des gens avec une cruauté de gamin qui arrache les ailes d'une mouche, comme dans les vidéos de Mark Millar par exemple, qui moi me fait pas rire. Je trouve ça juste bête en fait. Toi, t'as pas aimé Hidden Lake? Et si tu l'as pas vu, je n'ai pas aimé Hidden Lake parce que je l'ai vu du coup pour préparer Clayface. Merci Gueule d'Argile effectivement. Et non, je trouve ça pour le coup c'est pas du tout ma came de cinéma. Même de manière générale, tu vois, les trucs que toi qui te plaisent, c'est pas juste très bien que moi non, tu vois. Parce que j'ai pas ton cerveau. Et c'est pas un reproche ni rien. Juste moi pareil, voir un Ant-Man miniature qui se fait couper en deux, je sais que ça va plaire à des gens. Moi ça me plaît pas, je m'en fous en fait. Ça. Je me dis ouais, rien à foutre. Ce qui me plaisait chez Marvel Zombies, c'était que la cruauté au moins elle était articulée parce que les zombies pouvaient communiquer. Et ça c'était vraiment et qui sont conscients de ce qu'ils font. Ouais, voilà, ça c'était vraiment intéressant. C'était subversif, c'était nouveau, tu vois les héros Marvel qui sont les méchants, ça c'est cool. Là en l'occurrence effectivement, et puis les petites blagounettes aussi, le côté très dégingandé, tu vois, très ouais on s'amuse. Et pourquoi vous amusez si Mad Zombie c'est un truc qui peut être plus noble qu'un divertissement fun où tu défourailles quoi. Je veux dire, en plus t'as encore à la fin le putain de Red Guardian avec son ex-femme là. Et j'en ai marre du Red Guardian. J'en ai marre. Déjà dans What If ils nous l'ont imposé, dans Thunderbolt ils nous l'ont imposé. Il est mauvais ce personnage à un moment donné. C'est une insulte pour les fans de comics qui aiment le Red Guardian, c'est une insulte pour les Russes, c'est une insulte pour les fans de Marvel Studios, c'est une insulte sur la terre entière et à la carrière de David Harbour qui est un très bon acteur au demeurant. Arrêtez avec Red Guardian, putain, il est mauvais ce perso. Il est nul. Il est pas drôle. Il est pourri. Bref, vous êtes dans une rage incroyable, Corentin. Oui. mais non, mais voilà, bref. Après, effectivement, je trouve ça quand même, ça a l'air mieux bricolé. Et je pense que le fait que ce soit en 4 épisodes, ils ont peut-être plus, justement, un peu plus se marrer, je sais pas. En vrai, moi, ce moteur graphique, il est tellement désastreux que je me dis, bon, peut-être qu'il y a un scénariste et un directeur artistique, ou féminin, un directrice artistique, c'est une scénariste, qui ont essayé de faire un truc. Voilà, si ça m'occupe une après-midi, avec Océane et les chats, un chocolat chaud, et je ferai un truc à côté, et je lèverai la tête bêtement un peu toutes les 2 secondes, moi je dirais, tiens, il y en a marre, je suis content, et je monte pas plus que ça, en vrai. Ouais. Wonder Man, j'ai des attentes. Là, par contre, j'en ai pas, tu vois. Oui. Ouais, Wonder Man, ils sont aussi passés en mode communication, genre il n'y aura aucun caméo d'autres personnages de Marvel parce que c'est une série qui peut se regarder sans avoir regardé. Enfin, ça, en plus, c'est pas vrai. Il y aura Ben Kingsley. Quoi. Hein? Il y aura Ben Kingsley qui sera dedans. Mais c'est vrai, mais faut pas le rappeler. Hein. Enfin, faut pas le rappeler surtout aux scoopers stupides et aux pages de merde qui colportent toutes les rumeurs sans éthique et sans prise de recul tous les jours sur ces putains de plateformes pourries. Alors que Peacemaker à côté, c'est des chiens. C'est pas mal. Et j'annonce la réalité autre, en fait, c'est le monde de Trump. Parce que c'est un monde dans lequel son daron est un super-héros, il y a pas un seul Renoir en figurant, etc. Ils sont sur Terre X, en fait, j'en suis sûr. C'est ma théorie du complot personnel. Mais je pense que il y a grave moyen. Ouais. Et je dis il y a grave moyen alors que je n'ai pas eu accès au dernier épisode, donc j'ai pas eu le reveal. Mais il y a pas, juste pas un spoil ce que je raconte, il y a pas d'indice particulier, etc. Mais c'est assez, enfin ça me paraît assez. La théorie est assez. Ouais. T'as pas mis le trailer de Sentinelle du coup? C'est un teaser, j'attends le vrai trailer, je pense qu'on en reparlera la semaine prochaine. Ouais, du coup juste rapidos, franchement, moi je suis pareil, série française, j'en regarde pas beaucoup, surtout avec ce budget, Cinemajor, etc. Ça a quand même une gueule sympa. Ouais, je trouve ça une gueule sympa. Je pense, après moi j'ai toujours pas lu la BD, pardon. Tu vas te régaler. Mais parce que en fait les rééditions ont été retardées, elles devaient sortir fin août et en fait elles sortent là que mi-septembre. Okay. Donc la mise en couleur de cette BD est extraordinaire avec ce très pastel et tout. Xavier d'Horizon et Enrique Breccia. Donc les tomes sortent de nouveau là chez Delcourt ce septembre parce qu'à la fin du mois de septembre donc il y a la série qui démarre sur Canal. Moi je suis un énorme client des séries Canal, des créations originales. Il y a pas moins un peu moins ces dernières années. Je l'ai été mais j'ai perdu le fil au bout d'un moment. Non mais genre moi Braco, Pigalle la nuit.
Paris Police 1900. Ça là, je l'ai pas regardé, C'était mais pas mal, ça. Engrenage, c'était fou furieux, c'était un truc de fou furieux. Et là, J'ai pas récemment. regardé Versailles, je sais pas, ça valait quoi. Non, Parce qu'il y avait non, beaucoup de non. cul, je crois, dans celle-là. Non Ouais, mais je l'ai pas regardé. Malgré tout, je l'ai pas regardé. Parce que c'était un peu leur signature à eux. C'était un peu le HBO. Oui, par un moment, ils ont un peu du HD, des séries un peu comme ça, HBO, Pigalle la nuit, c'était avec Simon Abkarian qui était incroyable là-dedans. Comme d'hab, il est toujours incroyable. Ouais, non, mais particulièrement là-dedans, je la connaissais peut-être pas à ce point-là, à ce moment-là, et je l'avais découvert comme ça, et je fais, ah ouais, le mec est fou, quoi. Il y avait Charlotte Rampling aussi qui était génial. Il était venu à mon ciné, ce mec. Ultra sympa. Ouais. Ouais, vraiment à la cool et tout. Il est très lucide sur sa carrière, en fait. Parce qu'il a fait des choix bons et mauvais. Ouais, Mais vraiment génial, ce gars. Non, il a l'air très cool. Non, mais du coup, donc ouais, c'est moi j'aime bien en général ce qui est validé chez eux. Donc les Sentinelles, je suis chaud forcément vu le contexte d'adaptation d'une bande dessinée qui parle de super soldats, la brigade chimérique, tout ça. Ouais. Les French super soldats, on est là. C'est vrai qu'entre ça et la brigade chimérique, il y a un petit effort du côté de la France. Qui est louable. Donc du côté du cinéma, on a 2 nouveaux scénaristes pour le film animé Dynamic Duo. Est-ce que ce serait pas complètement à propos d'engager un duo pour un film qui s'appelle Dynamic Duo? Il est trop fort. Bah oui, mais voilà. Comment il a fait? Et plus 1 égale 2. Il le savait. Et voilà. Contrairement à ce que pense Jean-Claude Van Damme. Donc c'est des mecs de 500 jours ensemble. Tu te rends compte de ça? Ouais, non, parce que j'ai pas vu 500 jours ensemble. Quoi? Oui. Ah non, mais là, par contre, y a pas d'excuse. Bah si. C'est pas le parrain, là. Bah oui, mais c'est quoi? Pourquoi j'aurais regardé ça? C'est un bête de film. Ah ouais? Un bête de film de rupture, en plus. Ça, je suis pas particulièrement fan des films de rupture. Ami auditeur, plutôt masculin, du coup. Parce que c'est le héros masculin et que c'est, voilà. Si vous traversez une période difficile, après une rupture récente, matez ce film. Et ça va vous faire du bien. Je parle d'expérience. C'est un bête de film. C'est des Chanel incroyables. Okay. Et Gordon Levitt, c'est le meilleur. Et c'est le mec est le méchant dans l'histoire. C'est aussi un film de déconstruction masculin. Oh non, le Wookiee, c'est bon. Eh oui. Ah non, si. Voilà. J'en ai marre, hein. Depuis le début, c'est les femmes qui ont raison, donc qui ont tort. Ah là là. Mais ils ont fait d'autres trucs super cool, en plus. Vas-y, redescends. Ils ont coécrit The Disaster Artist. Ouais, ça c'est, non. Qui était nommé aux Oscars. Oui, c'est très bien. Oui, c'est bien pour lui. The Disaster Artist, c'est un film de James Franco, qui était déjà à l'époque accusé d'avoir utilisé, surtout, à l'époque, c'était juste, il avait utilisé son école de comédie, d'enseignement de l'art dramatique, comme d'une sorte de petit harem pour se taper ses élèves. Donc ça, bon, a priori, c'est pas très cool, évidemment, mais il y avait rien de répréhensible aux yeux de la loi. En revanche, après, il était accusé d'avoir couché avec une femme qui était mineure et d'avoir, je crois, violé une nana ou étranglé une nana. Enfin bref. Depuis, la carrière de Franco s'est un peu cassé la gueule. Et dans The Disaster Artist, qui est donc le biopic du mec qui a fait le film The Room, considéré à tort comme le pire film de l'histoire du cinéma, ce qui est juste en fait un film de merde, sur un vampire qui, pareil, enfin un vampire. Faut le dire vite. On te rappelle, Vazira. Faut le dire. Ouais, je dis vite là. Mais... J'ai pas entendu du coup. C'était quoi ce qu'il fallait que je dise vite? Un vampire. Un verre. Ça marche toujours autant sur moi, c'est incroyable. Et donc voilà, il jouait donc j'ai oublié le nom du gars, mais tu sais, celui qui disait oui, mais qui avait été... I did not hit her, I did not. Oh, hi Mark. Ce mec-là. Mais surtout qu'il avait été, après, tu sais, c'était à l'époque de la sortie de Joker où il avait fait une vidéo, c'était vraiment le dîner de con, quoi. En fait, tout le monde foutait de sa gueule et lui, il y croyait vraiment, quoi. Et on était là, genre, en fait. Pour le coup, le film essaye de le peindre sous un genre plutôt positif et en fait, tu comprends que c'est Franco qui se projette vachement dans son côté complexe de l'imposteur, parce que Franco, il a voulu faire des vrais films, comme celui où il enterre sa grand-mère, ou celui où il joue un mec gay pendant le sida. Enfin voilà, il avait essayé de faire des vrais films d'art essai, il a pas forcément réussi. Et donc, il s'était projeté là-dedans. Et en fait, dans ce film, il y a une scène de viol, de simulation de viol, on va dire. Et du coup, beaucoup de gens, a posteriori, s'étaient dit, ah, mais en fait, il essayait aussi de parler de ça, par rapport à lui-même. Et donc voilà, c'est une comédie un peu bizarre, avec Franco et Seth Rogen, entre autres. Je déteste ce film. Donc avant qu'ils coupent les ponts. Voilà, produit par 24. Et donc ça, bon, c'est pas forcément à mettre à leur crédit, mais ils avaient fait encore un autre truc que tu vas retrouver, parce que c'est dans ton article que j'avais lu tout à l'heure en venant dans le métro. Daisy John and the Six. Voilà, super série ça. Série Apple sur un groupe de rock, je crois fictif, mais qui a eu très bonne presse, qui pareil avait un peu tourné le moment de sa sortie. Plutôt un bon truc avec, je crois qu'il y a Suki Waterhouse dedans. Suki Waterhouse, c'est qui? C'est Madame Robert Pattinson. C'est la Catwoman du monde réel. C'est la meuf de The Bad Batch. Qui manque une guibole. Tu as toujours pas vu? Sérieux? Mais c'est pour toi, ça! C'est pour toi, ça! Là, quand je me fais engueuler, quoi. The Bad Batch, c'est les films dans ton style. Jason Momoa, Jim Carrey, Keanu Reeves, Suki Waterhouse. Donc tu vas regarder ça tout de suite. D'accord. Et donc c'est effectivement la femme de Pattinson, avec qui elle a un enfant d'ailleurs, qui joue dans cette petite série, sur un groupe de rock qui se forme dans les années 70, je crois. Plutôt sympa. C'est bien écrit.
C'est bon délire. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'ils arrivent en fait pour réécrire le script initial de Matt Aldrich, qui est le mec qui a commis l'infâme Coco. Ça me fera jamais. Parce que là j'étais en train de réfléchir à comment j'allais être frappé. Je pense qu'il y a un coup de pied. Regarde, dégage. Aïe, arrête. Donc ouais, non mais après je pense que c'est un bête de film, Coco. Quel enfer. Et d'ailleurs sélectionné aux Oscars aussi. Hein. Ouais, comme quoi ça veut vraiment rien dire. Ça veut rien dire, hein, comme quoi. Ah là là. Pardon, j'ai plus d'âme d'enfant depuis que je suis enfant. Cette phrase horrible. Et donc, non, mais je pense qu'ils vont réécrire les dialogues, j'imagine, parce que c'est pas sûr, hein, parce que quand même, eux, c'est des mecs ils font pas de script doctoring, tu vois. Enfin, ils écrivent du début à la fin. Ah, tu penses que c'est une réécriture complète? Peut-être que ce sera un story, enfin, donc, c'est un film qui doit parler de Dick Grayson et de Jason Todd dans leur période Robin. Peut-être expliquons pour les gens qui, du coup, voilà, parce qu'on a un peu de temps. Donc, au cinéma, vous avez le story by, qui est, du coup, une proposition originale de script. Donc, par exemple, vous allez à Hollywood, vous dites, moi, j'ai une idée pour un film Deadpool, avec Wolverine, dans le multivers. Voilà. Le story by, c'est pour toi. Bébé, bravo. T'as un crédit, t'as posé l'idée originale. Qui peut s'accompagner d'une bible avec, quelques pages de script pour des démonstrations. Et voilà, globalement, c'est une idée originale de machin. Après, vous avez le script proprement dit, donc la première version, on appelle ça un traitement. Voilà, généralement, vous proposez une version de travail qui va pas forcément être complète, mais qui a un traitement avec un début, un milieu, une fin, des scènes, parfois une histoire complète, hein, les traitements qui sont entiers, des scripts de 90 à 120 pages, une page par minute. Et après, vous avez les réécritures, donc les secondes passes que les mecs vont faire sur une base. Donc, soit ils gardent toutes les idées, et ils changent les dialogues, soit ils gardent quelques idées, soit ils changent l'ordre des scènes, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est arrivé, par exemple, récemment avec L'Aile d'Argile. Tu vois, où le script original de Flanagan, a priori, il a eu une seconde passe par, j'allais dire Bilal Hassani. Merde, comment il s'appelle, le mec de Drive, là? C'est Océanie quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Bilal Hassani, pour le coup, qui n'écrit pas de script à Hollywood. Et après, voilà, enfin, vous avez, pour terminer, vous avez le script doctoring, où une fois qu'on a un script, qu'on est complet, on est bien, il y a un mec qu'on va engager pour le relire et mettre un peu de punch, rajouter peut-être des effets, rajouter des dialogues, ou juste le relire et dire je suis d'accord, c'est bien. C'est ce qu'avait fait, par exemple, Matt Tomlin sur The Batman numéro 1, puisqu'il est arrivé en fin de parcours, il a juste musclé quelques scènes, donné quelques idées, ou l'exemple le plus connu, c'est John Milius sur Les Dents de la Mer, où John Milius est arrivé à la fin de l'écriture, il a pas écrit Les Dents de la Mer, mais il a écrit une scène, celle où justement le marin pêcheur qui traque le requin explique comment ils ont livré la bombe à Hiroshima. Il y a eu 18 versions de cette scène, et en l'occurrence, c'est Milius qui l'a écrite, qu'il a même écrite à l'oral, apparemment. Donc voilà, en l'occurrence, eux, s'ils sont plus connus pour faire des scripts complets, a priori, ils vont prendre le premier traitement de Monsieur Coco, et ils vont faire après un vrai script derrière. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment encore dans la phase active de l'écriture, ce qui est pas étonnant, puisque James Gunn, il a toujours dit, moi, pas de validation sans un script qui me plaît. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, on est sur le côté, écoute, lui, il a essayé, ça me va pas, passons aux personnes suivantes. Ouais. Tout simplement. C'est ça. T'as appris des choses? Pardon? T'as appris des choses? Oui. Cool. Et surtout, surtout après, j'ai envie de dire, forcément, quelque part, le fait que ce soit le scénariste qui ait fait Coco qui soit dégagé, c'est pas surprenant non plus, quoi. Parce qu'il a quand même un passif à son actif. Un passif à son actif. Yes, t'as vu? Allez, Corentin, j'arrête. On a aussi des vannes de merde. J'arrête d'essayer de te trigger comme ça. Il y a pas, je m'en fous, mec. Le film, il a levé 2 millions d'enfants. Tu m'as quand même mis des l'Oscar. Tu m'as mis des coups de pied. Oui, tout va bien. Oui, et Venom a fait. Ton avis n'intéresse personne. 850 millions de. Ah! Ça, c'est vrai. Oui, mais il a pas l'Oscar, Venom. Il était pas loin. Non, qu'est-ce que je veux dire? L'Oscar DFX, peut-être, je ne sais pas. Non, là, l'Oscar de ta mère. Félicitations aux prothésistes du Pingouin qui ont eu pas l'Oscar, mais le Mie Award pour leur travail. Les émis de prothésistes, ouais. Je trouve ça quand même fou de se dire, Colin Farrell, il a été quand même nommé dans plein de catégories en acteur, mais quand même, faut se rappeler que c'est pas son visage, hein, ouais, c'est ça, ouais. Les trois des expressions, c'est des maquettes qu'on lui a mis sur la tronche, quoi. C'est ça, non, mais c'est bien que leur travail aussi soit reconnu, effectivement. Par contre, qu'est-ce que je veux dire? Oui, j'avais mis quand Feige et le PDG de Sony admettent un peu les erreurs de leur studio. C'était des déclarations plus ou moins récentes. Il y avait un papier qui était sorti en août sur The Wrap, mais c'était en format long, c'était pas une actualité. Où Feige concédait que le fait d'avoir multiplié les projets de séries sur Disney+ pour Marvel, en fait, avait fait du mal à la marque et que ça expliquait en partie. Bien entendu, ce n'est pas là, ça. C'est complètement idiot, quand même. Moi, je pense que, en fait, le truc, c'est que le volume de séries implique aussi le pipeline de production, implique le fait qu'il y avait pas le temps pour avoir des trucs qui étaient bien finis et bien écrits, et donc ça explique aussi
le taux qualitatif général de pas mal de ses productions. Mais après, le truc, c'est, je pense quand il dit The Marvels, pour expliquer pourquoi ça a planté, c'est pas parce que le film est nul, parce qu'il y a des films nuls qui fonctionnent très bien. On parlait d'Enom il y a 2 secondes. Mais le fait qu'effectivement, les gens n'avaient pas forcément regardé ni WandaVision ni Miss Marvel et que donc, en fait, ils se sont pas sentis concernés par les 2 autres héroïnes au-delà de Captain Marvel / Brie Larson, ça peut expliquer une partie du problème. Une partie, mais tu peux l'expliquer de plein de facteurs, le truc. Mais je trouve que c'est déjà bien, en fait, qu'ils reconnaissent une partie du problème, même s'ils voudront pas reconnaître tous leurs problèmes. Ils prennent le problème à l'envers, en fait. C'est de dire, regardez, on a trop fait, du coup, bah, forcément, qualité, enfin, comment dirais-je, on a étalé la confiture sur une tartine trop grande, du coup, ça a moins de goût. Oui, certes, évidemment, mais si t'avais acheté un 2e pot de confiture, t'aurais pas eu ce problème, tu vois. Si Kevin Feige, depuis le départ, il avait admis que sa méthode de travail ne convient pas à l'industrie de la télévision. Tu sais que je peux te couper là avec qui a ses modalités, ses codes, son fonctionnement interne, des showrunners, par exemple, un producteur dédié précisément pour le pôle télévision, ce qu'il n'a pas voulu faire. Il a voulu faire des films. C'est exactement ce que j'allais dire, parce qu'en fait, ils ont pas réussi à imposer leur modèle sur le petit écran en pensant qu'ils pourraient faire pareil que ce qu'ils avaient fait au cinéma. Je veux dire, là, Friendly Neighborhood Spider-Man est sorti cette année. Elle est très bien, cette série. Alors, si jamais c'était une question de quantité, parce qu'elle a été produite en même temps que les autres, hein. Elle est tombée en retard. Elle a été produite en parallèle de la frénésie des films et des séries Disney+. Pourquoi est-ce que elle est bien? Pourquoi Loki est bien? Parce que Loki, il y avait un capitaine, il y avait Waldron. Pourquoi WandaVision est bien? Parce qu'il y avait Jack Schaeffer. Il fallait, en fait, depuis le départ, et j'ai oublié le nom du mec qui fait Spider-Man, c'est le mec qui aurait pu faire 97 mais qui l'a pas fait. Mec plutôt talentueux pour le coup. Si depuis le départ, il avait eu confiance dans ses artistes, confiance dans la délégation de ses produits, comme avec Nate Moore pour Black Panther, à des producteurs qui pouvaient assurer le travail au quotidien, ou à des grands réals comme Sam Raimi qui n'avaient pas besoin qu'on leur tape dans le dos à chaque étape du processus. Voilà, je veux dire, The Marvels, Nia DaCosta, elle l'a dit. Enfin, littéralement, c'est pas son film. Ouais. Et combien de réals de chez Marvel l'ont dit? Le problème, c'est que Feige, il applique la logique Disney. Après, c'est dur aussi de lui en vouloir parce que effectivement, avant, ça marchait. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se remette en question. Et de fait, on n'a pas 40 points de comparaison. Il n'y a pas 40 sociétés qui ont produit autant de films à l'année, plus des séries télé. On pourrait dire qu'à la limite, t'as Disney, Walt Disney Pictures, qui produisait beaucoup, et à la télévision avec Disney XD, mais justement, il y avait Disney Channel, qui était un truc autonome avec ses présidents, sa capitainerie, sa commanderie. Comme tu vois chez Cartoon Network, c'est pas le président de Warner Bros. Qui commande à Cartoon Network. Ils ont Sam Register, qui est là pour commander au dessin animé. Et donc, en fait, si tu veux, c'est pas une excuse facile qu'ils ont trouvée pour envoyer aux actionnaires. De dire, regardez, on en a trop fait, et surtout, on a trop mis d'argent sur Disney+, le machin qui ne rapporte pas d'argent. Donc en fait, c'est un discours qui est adressé précisément aux actionnaires. De dire, on a compris, on va faire comme Warner Bros, on va moins investir sur le streaming parce que ça rapporte que dalle, on va revenir au cinéma et petit à petit, on va gravir l'échelle de la rentabilité. Sauf qu'en fait, non, ils auraient pu depuis le début faire de très bonnes séries, même pour moins cher, hein, en vérité. Oui, surtout pour moins cher. Voilà, je veux dire, Agatha, c'est une série qui a plutôt été appréciée, pas très regardée, mais plutôt appréciée. Elle a coûté beaucoup moins cher que les autres parce que c'est quasiment que du décor, j'allais dire réel. Non, il y a beaucoup de décors réels. Construit. Et effectivement, quand tu vois, j'en reviens toujours à ça, mais Black Widow, la scène où ils sont dans un garage pour boire un coup avec sa sœur, la table elle est vraie, le reste il y a rien. Hein. Ouais. C'est tout. Donc ça, par exemple, tu lâches 2-3 millions pour un truc que tu pourrais juste aller, mais limite à 20 bornes du studio, trouver un petit garage au milieu de la nature, voilà, une petite borne station essence SO, tu vois. Bref, et donc du coup, Feige, c'est un peu comme Bob Iger, il trouve des solutions faciles à des problèmes compliqués. C'est demain, s'ils ont une nouvelle frénésie de production, il faudra juste qu'ils se disent, mais attends, en fait, depuis le départ, Kevin, t'es qu'un seul mec, tu vas pas être partout. Donc embauche des gens qui pourront appliquer ta vision du truc, ou alors fais confiance aux créateurs. Parce que là, du coup, c'est pareil. Le cinéma, ils ont pas encore gravi la courbe des entrées. Ça revient petit à petit, c'est un peu mieux avec Fantastic Four, c'est pas non plus mirobolant. Mais c'est pareil, quand les mecs te disent, ouais, on a perdu la confiance des spectateurs. C'est pas que vous. Jurassic World, avant, ça faisait 1 milliard. Maintenant, ça fait 600 millions. C'est très bien de faire 600 millions. Déjà, il n'y a pas besoin de faire 1 milliard à chaque fois. Mais le fait que la franchise, elle fasse 600 millions, c'est parce que les gens, ils vont moins au cinéma. En fait, c'est pas que Marvel Studios qui est en cause. Oui, mais t'as toujours des épiphénomènes qui te rappellent que quand ils veulent aller au cinéma, et en fait, les gens vont au cinéma aussi. Des épiphénomènes, mais au global, tu le sais, les gens vont un peu moins au cinéma, surtout pour là, cet été, les blockbusters ont enregistré une baisse assez significative. Maintenant, faire 600-700 millions, c'est considéré comme une bonne performance. Ce que d'ailleurs, les haters de Superman ne veulent pas entendre. Mais en vrai, aujourd'hui, c'est pas juste que Feige, il a lassé les gens. Sa base de fans, elle est toujours là. Hein.
entre 15 et 20 millions de spectateurs aux États-Unis et au Canada. Ils sont toujours là. En revanche, effectivement, ils produisent pour tellement cher qu'ils peuvent plus s'en contenter. C'est ça, en fait, le vrai truc. Donc moi, je te dis, il y a à la fois des critiques sont très dures avec Marvel Studios en disant ils ont échoué et voilà, ça y est, c'est la fin. Ils font plus 400 millions par film, alors qu'en fait non, c'est global. Les gens ils vont moins au cinéma parce que le streaming a pris beaucoup d'importance. Et à l'inverse, t'as envie de dire Marvel Studios qui te répond ah mais c'est à cause des séries télé. Ben non, pas du tout. Là, Peacemaker sort, Superman est sorti, il y a pas eu de James Gunn, c'est quand même lui qui a fait les deux. Il a réussi à jongler entre les deux parce que lui justement il est pas con, tu vois, enfin il arrive à gérer son temps. Oui, mais il y a juste Peacemaker, tu vois. C'est là que je te dis qu'il y a pas de point de comparaison entre beaucoup de. Alors que Marvel Studios, rappelle-toi, en 2021, t'avais WandaVision, Falcon Winter Soldier, Hawkeye, Loki, et en plus de ça, t'avais 3 films, je crois, cette année. Donc, tu te rappelles, c'était débile. Nous, on avait des on-screen tous les week-ends presque. Mais tu pourrais imaginer une version de la réalité où il dit, il fait passer des entretiens à des mecs, il dit, ok, je te fais confiance pour faire Hawkeye, je te fais confiance pour faire Loki, et démerdez-vous, entre guillemets, tu vois, et il met un producteur à chaque commanderie, et lui, à la fin, il reçoit le résultat, et il dit, c'est bien, c'est pas bien. Et au lieu de ça, il a voulu être partout, il a voulu appliquer la même formule partout, et du coup, c'est lui qui s'est trop divisé, en fait. Tu vois, c'est lui qui s'est trop étalé. C'est lui la confiture. C'est lui la confiture. Eh oui, depuis le début, Kevin. T'entends ça, Kevin? C'est toi la confiture. T'es qu'une confiture. Parce que moi, je pense qu'il est tout à fait possible, comme en comics, d'avoir une production soutenue, avec beaucoup de titres, et quand même une petite minorité, mais quand même une 3, 4, 5, 10, 15 comics qui sont bons tous les mois. Marvel, ils en produisent 70 des comics, ou 80 tous les 80, mois. Ouais. T'en as bien au moins un quart qui sont passables, et un cinquième qui sont bons. Voilà. Donc faut arrêter avec la quantité, ça n'a rien à voir. Voilà, j'ai dit. Et sinon, il y a le PDG de Sony. T'es d'accord ou pas? Oui, ça va. Et Sony, par contre, Sony, ça, c'est un vrai coming out. C'est un vrai, parce que c'est pas le même PDG, parce qu'en fait, ils ont changé de PDG, en fait, ça avait été nommé en septembre 2024 avec prise de fonction effective en janvier 2025. Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on avait interrogé le PDG sur leur film de merde, il avait dit, c'est la faute des critiques, il faut chier avec leur review, ils disent des étoiles, 0 étoiles, et puis, non, j'aime aux Oscars, alors que Venom, les gens, ils aiment bien, hein. Alors, c'était vraiment, il avait sorti, on en avait, je crois qu'on en avait parlé dans Frontpage aussi. On avait dit espèce de gros sac à merde. Puisqu'effectivement, il faisait la faute des critiques. On fait, mais mec, les critiques, elles ont défoncé Venom, mais les gens, ils sont quand même allés le voir. Donc peut-être que c'était la faute de tes films de merde, en fait, tu vois. Mais bref, là, effectivement, le nouveau PDG de Sony, a concédé quand même que, en fait, il y avait un temps où peut-être, quand les films de super-héros prenaient vraiment le boom, qu'il y avait l'explosion du MCU avec le premier Avengers notamment, qui était le grand reveal en fait de ce que pouvait être un univers partagé, et que Warner prenait le pas pour faire sa contre-proposition d'univers partagé. Alors là, tout le monde avait une forme d'appétence pour le cinéma de super-héros, et que donc tu pouvais sortir des films passablement moyens, sinon mauvais, et qui soient quand même rentables parce que les gens allaient les voir. Suicide Squad, 800 millions, un peu comme ça, tu vois, alors que c'est vrai. Les critiques ont pas été beaucoup plus tendres avec. Et force est de constater que 10 ans plus tard, après justement pas mal de films qui n'étaient pas ouf, le public a commencé par se dire aussi, mais attendez, il y a quand même pas mal de films qui sont pas ouf, et donc c'est vrai que dans les déclarations qu'il fait, il constate qu'en fait tu peux pas ou tu peux plus, je sais pas comment faudrait le traduire en français, faire de mauvais films. Moi, You can't do bad movies no more. Ouais, c'est ça. Il dit pas de no more. Il dit juste you can't do a bad movie, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, avoir l'étiquette super-héros ne suffit plus, en fait, à faire venir les gens, parce que si tu fais un film de merde, les gens, en fait, ils vont juste pas y aller. Et ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on oublie souvent, parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, la fatigue, c'est à cause de Marvel Studios, à cause de Warner, je sais pas quoi. N'oublions pas la contribution non négligeable de Sony Pictures à dégoûter les gens des films de super-héros, ou à leur faire croire que le film de super-héros, c'est une sombre merde avec des CGI pourris, un scénario mal écrit, puisqu'on a quand même, au-delà des Venom qui ont marché, mais on a fucking Morbius, Madame Web et Kraven qui sont quand même là pour montrer. C'est vrai, Madame Web. Bah oui. Oui, avec Dakota Johnson et Sydney Sweeney. Oui. C'est vrai, il est sorti ce film. Oui. C'est Raïm le méchant. Raïm qui se voice-over lui-même. C'est incroyable. Pour rajouter des lignes de dialogue qui n'existent pas et qui du coup tu l'entends parler alors qu'il ne bouge pas sa bouche. J'avais réussi à oublier ce film. Bah oui. Tu te rends compte? Donc voilà. Donc j'étais tellement heureux avant que tu m'en rappelles. Après, du coup, les déclarations du PDG de Sony, elles sont rigolotes parce qu'ils ont plus rien de prévu à l'heure actuelle. Bah si, il y a Beyond the Spider-Verse. Non, mais il y a le film d'animation et t'as Spider-Man, mais je veux dire, sur grand écran, pour l'instant, il n'y a plus aucun projet de live action du Sony Spider-Man Universe. Et j'espère que ça restera comme ça pendant longtemps.
en fait. Bah, Parce que tant qu'ils peuvent pas utiliser Spider-Man, voilà, ça sert à rien. C'est exactement ce que tu me coupes l'herbe sous le pied. Il y a pas d'arbre sous ton pied. Tant qu'ils auront pas résolu cette équation-là, qui n'est pas résolvable en l'état. Si, peut-être que si Marvel Studios fait son soft reboot au Michin bidule, Michin, tiens, intéressant. Après Secret Wars, est-ce qu'ils auront encore... ils auront trop envie de pouvoir mêler Spider-Man aux X-Men quand même. Eux, ils auront envie, mais est-ce que Sony va pas dire, bon bah voilà, vous avez pu vous marrer, Tom Holland, il a été au bout de sa course, peut-être qu'il serait temps que nous, on récupère un peu le bébé, parce que c'est quand même à nous. Hein. De fait, c'est malheureux, mais Sony, ils ont Spider-Man, donc... après, je vois pas comment tu peux refaire enfin si, tu peux. Vu le peu d'affect que j'ai pour le Spider-Man façon Marvel Studios, moi, à la limite, s'ils reprenaient Spider-Man et qu'ils le redonnaient à un réalisateur qui serait capable de faire sa propre trilogie, qui serait un vrai Spider-Man façon comme les Raimi de l'époque, moi, ça m'irait très bien, en fait. Mais il y a aussi des options alternatives. Je veux dire, tu pourrais faire une saga Agent Venom, enfin, une saga de film Agent Venom. Tu déconnectes, tu dis avec une scène d'ouverture que bon, il y a eu un Spider-Man, on ne le montre pas. Il y a eu ce Venom-là, c'est Flash Thompson, il a été au lycée avec lui. Bon, maintenant il est handicapé, militaire de guerre. Il a récupéré le symbiote. Spider-Man n'est pas très présent dans la saga d'Agent Venom. C'est un héros. Il est positif. Il avait un vrai discours à porter. Voilà. Tu peux faire, Silk, je pense que le navire a pris l'eau, hein, c'est trop tard. Spider-Gwen, théoriquement, c'est à eux. Tu peux faire une terre parallèle où Spider-Man n'est que Peter Parker. Du coup, tu ne montres pas Spider-Man. Donc, a priori, au niveau des droits, un peu comme dans Gotham, tu peux juste dire, voilà, Peter Parker se fait tuer. C'est l'origine story de Spider-Gwen. Montons une saga Spider-Gwen. Il y a des choses à faire. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs à l'époque. Quand on parlait des premiers films Sony, j'avais dit, ils peuvent très bien dire qu'en fait, Silk, qui techniquement a été mordu par la même araignée, c'est la Spider-Man de leur réalité. C'est un monde où il n'y avait jamais eu Spider-Man. Et voilà. Et ils l'ont pas fait. Ou alors, extrême inverse, tu peux dire, regardez James Gunn ce qu'il fait avec Gueule d'Argile, c'est intéressant. Faisons encore des films de vilains, mais avec des petits budgets, des vrais films d'horreur. Mais malheureusement, il saturerait très vite le marché. Il y aurait le même effet de copie, de clonage qui du coup les rendrait fans. Oui, puis c'est pas comme ça qu'il fonctionnait là, quoi. Mais moi, je te dis, je pense que de toute façon, ils vont soit Marvel Studios, après ils l'ont un peu annoncé, mais soit Marvel Studios lance Miles Morales pour la phase New Phase 1, Phase 1, je sais pas. Soit Sony récupère le truc. Ce sera la phase Ones avec un Z après. C'est la phase BEY. Ils vont pas relancer, ils vont pas garder Spider-Man à demeure éternellement. Feige pourra pas non plus tout le temps avoir Peter Parker, tu vois. Tant qu'il y a de l'argent. C'est une garde partagée, tu vois. Ouais, je sais pas. Papa voudra voir son fils à un moment donné, quand même. Ouais, je sais pas. Ou maman, je sais pas quel est papa et maman dans la relation, mais. On va terminer avec l'actualité d'ici, justement, puisque Man of Tomorrow, le second film, Superman, qui n'est pas un Superman 2 en tant que tel, mais qui s'appelle quand même Man of Tomorrow, annoncé pour l'été 2027, toujours écrit et réalisé par James Gunn. Donc, est-ce qu'on va avoir un super film comme ça pendant je sais pas combien d'années Du coup, parce que si Supergirl marche... 3 d'affilée. Ouais, là, en l'occurrence, ça va faire 2025, 2026, 2027, parce que 2026, il y aura Supergirl, puis il y aura Man of Tomorrow, puis il y aura peut-être Supergirl 2, puis peut-être le troisième Superman après, je sais pas. Donc, Un film crypto. L'image réelle. Bof. Hein. Moi aussi. Bof, quand même. Fait waf pendant tout le film. Ouais, mais ça tire pas la longueur, quoi. Vite fait. Attention. Hein. Parce que là, la team chien se sent trahi, là. Son plus fier représentant est en train de mettre une dague dans le dos, là. Non, mais donc, fais ton pitbull, là. Donc, finis ce que tu disais, Arnaud Kikou. Oui, donc il a présenté, enfin, lui et Nicolas Soult et David Corenswet ont chacun posté une image où à chaque fois on voit Lex Luthor avec Superman et plutôt dans un mode team-up et tout ça, quoi. Donc, a priori, il serait forcé de faire alliance contre un ennemi commun, ce qui est pas original en soi, mais bon, on verra bien quelle approche ça pourra donner. Ça va être Lobo. Bien entendu, le bal des rumeurs de merde est déjà de sortie de trucs de fou, quoi. C'est incroyable comment ces gens sont. Ça va être Brainiac. Ont beaucoup trop de, oui, c'est ça, c'est un Brainiac. Ça va être Zod. Mais Zod, ça va être dur, hein, parce que Michael Shannon, il était vraiment très ou Cyborg Superman, tu vois. Tu fais une réalité où... Oui, où tu reprends le clone Ultraman et t'en fais un Bizarro, ouais. et puis voilà. Oui, le Bizarro New 52, c'est un clone de Superman. C'est logique. Donc voilà. Ouais, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, parce que j'ai beaucoup parlé là. Je pense juste que ça traduit effectivement de la façon dont Warner est confiant et content de l'exploitation de Superman en salle
dont on sait qu'a priori elle serait rentable quand même. En tout Oui. cas, elle le sera. Et justement, bah le fait et l'erreur surtout qu'ils ne reproduisent pas par rapport à Man of Steel, dont il n'y a jamais eu de suite, c'est qu'ils font quand même un vrai autre film Superman rapidement après le premier pour que les gens ne n'oublient pas de rester attachés à ce super-héros. Donc ça, je trouve que c'est une bonne chose en C'est tant vrai que que ça tel. ressemble plus en fait à la logique Nolan, quoi. C'est-à-dire le réal. Alors, le Supergirl n'est pas un film de James Gunn, évidemment, c'est Craig. Alors, j'ai appris qu'il fallait dire Gillespie apparemment et pas Gillespie. Ah voilà, donc c'est dans le vrai depuis le début. Peut-être. Parce que moi je le dis Gillespie depuis le début. Oui, c'est par rapport à un mec du MMA qui s'appelle Gillespie, donc j'étais en mode, ah, tiens, on dit comme ça. Bref, je sais pas, hein, on va vérifier. Mais du coup, il est quand même à la prod dessus, c'est lui qui fait la com dessus, c'est Gillespie, il a quand même un style qui peut s'imprimer de l'esthétique James Gunn, on va dire. Et du coup, bah, le réalisateur principal qui revient 2 ans après pour faire la suite, entre guillemets, et la connexion avec Supergirl est naturelle. Mais je sais pas, en fait, moi, si tu veux, je suis content à la fois parce qu'effectivement, le monde a besoin de positivité, surtout en ce moment. Il a pas dit ce qu'il avait, enfin, il a pas du tout ce qu'il avait à dire avec Superman. C'était quand même, ça reste une note d'intention, hein, ce premier film. C'est une note d'intention sur le présent, sur la vision que James Gunn il a justement du super-héros, c'est-à-dire une figure plutôt positive malgré la tempête, malgré la noirceur, malgré la connerie des gens, parce qu'il y a quand même une grosse part de vous êtes tous des débiles dans ce film-là. Il a dit ce qu'il avait à dire sur Musk. Il reste des choses à dire sur le reste du camp du mal, on va dire, moderne. Peut-être justement, voilà, l'idée de les associer tous les deux, ça participe de son propos politique, et essayer de réunir un peu les mentalités face à des dangers réels qui nous guettent, etc. Enfin, en tout cas, au niveau politique, je trouve ça intéressant. Après, j'ai vu son Superman, je trouvais ça très cool, je serais ravi de le revoir, il y a plein de défauts, et c'est un film de James Gunn, donc il y a forcément plein de défauts. Néanmoins, j'aurais pas été contre aussi le voir attaquer les propriétés peut-être plus petites. Il y a des gens comme James Watkins qui vont faire des films Goldar Shield. Il y a la série Lanterne, il y a plein de trucs comme ça. Oui, mais attends, il n'en est qu'à ses débuts. Il en est qu'à ses débuts. Donc ça va peut-être venir des Il trucs en un est peu qu'à ses plus. débuts. Et puis il y a Peacemaker quand même. Mais ça à fait côté. 3 ans, tu vois, là. C'est cool. Enfin, 2025, 2026, 2027, ça fait quand même 3 ans, 3 années. Ouais. Avec juste Superman pour James Gunn et Peacemaker. Moi, à la fois, je suis content parce que c'est bien s'il peut développer un propos sur le temps long avec un seul super-héros. Néanmoins, je sais que j'aimerais bien voir sa lecture d'autres personnages de chez DC. Des personnages comme, par exemple, The Authority, au hasard. Qui manquent encore à l'appel alors Oui. qu'on me les a promis et que Toi, tu aimes l'autorité en plus. Donc. J'aime l'autorité. Ouais. J'aime The Authority et je n'aime pas Jenny Sparks de Tom King. Et ça, on Si l'a tu compris. m'écoutes, Thomas, je cherche avec un fusil. Je crois qu'on l'a Euh, compris celui-là. Mais donc ouais, après bon, en tout cas, ça reste une grosse annonce. C'est actuellement du coup le. Ça m'a surpris que ça arrive aussi vite aussi. Carrément. En vrai, tu vois, parce que justement, on n'était pas habitué. Mais parce que en fait là, on sort du quart d'année fiscale, quarter year, et il faut penser à tout ça aussi. Hein. Encore une fois, Ah je oui. parlais tout à l'heure des actionnaires. Les dividendes. Les dividendes, on y Eh pense oui, ou pas alors. Franchement. Faut y penser. Mais il faut penser à tout ça. C'est vrai que ça participe aussi des décisions qui sont. Pourquoi je monte dans les tours quand je dis ça? Ça participe aussi des décisions qui sont prises par les studios. Et le fait d'avoir comme ça une ligne de mire, comme tu le dis, enfin, pour préciser les propos de Arnaud, Variety a publié récemment un article qui n'est pas centré sur Superman, mais qui est centré sur la bonne santé de Warner Bros. Au niveau de la division des films exploités en salle, qui vaudrait à 300 millions de bénéfices nets sur l'année avec Destination Finale, Superman, j'en oublie un, F1 qu'ils ont distribué, Minecraft, F1 qu'ils ont distribué en accord de prod avec Apple. nos amis de chez Apple. Et donc du coup, Warner Bros a réagi à cette actualité en écrivant à Variety, non, c'est pas 300 millions, c'est 600 millions qu'on a fait en bénéf. C'est une super nouvelle, on est content. Regardez, tout le monde dit que le cinéma c'est mort. Nous, on avait dit depuis le début, le streaming, il n'y a pas d'argent à faire. Et ben regardez, ça fonctionne. Nos franchises fonctionnent. Conjuring arrive là en plus et il fait un super démarrage, le meilleur démarrage de la franchise. Tu as été le voir, le nouveau Conjuring? Bah non, il sort aujourd'hui. Ah ok, moi, je croyais qu'il avait sorti. Alors, enfin, il sort là le 10 septembre. Okay. Et moi, j'ai bien aimé le premier. Après, je trouve que c'est une série de merde. Ok. Bah, du coup, le Destination Finale, tu l'as vu? Destination Finale, ouais, c'était bien. Il était bien. Ouais. Donc voilà, apparemment, ils font quand même plutôt des bons films et en plus qui rapportent de l'argent. Très bonne surprise de Destination Finale. Ouais. Voilà, donc le DF 6, 7. Bon, non, le 6, ouais, le 6, Ouais. je crois que c'est 6. A été bien accueilli par les fans de la franchise. Superman, plutôt, bon, en dehors de la minorité sonore. Enfin, non, c'est 50-50, on va dire. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, beaucoup de gens qui ont aimé. Donc, grosso modo, voilà, ils ont quand même réussi à ne pas se vautrer cette année. C'est très cool, tant mieux pour eux, par rapport à Marvel qui, justement, enchaînait un peu les tôles. Donc là, ils donnent une ligne de mire aussi. De dire, regardez, ça a marché, du coup, ça tombe bien, on a un deuxième qui rentre dans les cartons. Donc, il faut continuer à nous financer, les gars, hein, parce que si vous voulez encore
refaire du coup les éventuels 125 millions de bénéfices que vous auriez fait avec le premier, on revient dans 2 ans au calme, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, moi j'aimerais bien quand même, parce qu'ils étaient pas là à San Diego Comic Con, et je comprends l'envie de James Gunn de ne pas brûler les étapes avec un plan à la Feige, avec une fresque chronologique violette et dire on va faire telle année tel film, tel truc, etc. Peut-être plus de